qui est une société basée à Paris. Donc, je travaille en full remote en fait depuis plus d'un an chez eux, en tant que SRE. Donc, je vais faire une petite introduction rapide à Intercloud, parce que ça peut peut-être intéresser du monde le métier d'Intercloud. En gros, aujourd'hui, pour ceux qui travaillent un petit peu dans le cloud, on rencontre pas mal de problématiques, et notamment en termes d'interconnexion de ressources. Si on déploie des ressources chez AWS, Azure ou GCP, en fait, on arrive vite à la limite où on n'arrive pas on se retrouve dans des clouds différents, et faire communiquer toutes ces ressources passe généralement par le trafic Internet. Et en fait, je grossis l'image, mais Intercloud, sa mission, c'est d'arriver à interconnecter tous ces clouds et en fait de proposer à des clients un backbone mondial. Donc Intercloud possède un backbone mondial, c'est-à-dire des liens physiques à côté d'Internet par lesquels on peut passer pour faire passer le trafic des datas entre les clouds, les plus grands clouds connus, ce qui permet en fait d'avoir un aspect sécurité. Les datas ne transitant pas sur Internet, des garanties en termes de disponibilité, bande passante, etc. Et du coup, on a pour gros clients des clients comme Airbus, Schneider, la SNCF, qui nous font confiance et qui font appel à nous pour interconnecter leurs ressources sur les clouds. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous laisserai les regarder sur Internet, vous n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est quelque chose d'assez complexe, hyper intéressant. Moi, quand je suis arrivé là, je ne connaissais rien du tout. Et je vous assure que ce métier est vraiment un métier à part. Très orienté réseau. Dernière slide sur Intercloud, après on enchaînera sur la suite. Donc Intercloud, c'est une présence mondiale. Donc aujourd'hui, si vous avez déjà des clouds déployés quelque part dans le monde, aux Amériques, en Europe ou alors même en Chine, il est possible en fait de demander à Intercloud d'interconnecter toutes vos ressources de manière assez simple pour ensuite établir en fait comme des sortes de LAN qui permettent à chacune de vos ressources, peu importe où elle se trouve dans le monde, d'accéder à une autre ressource dans le monde avec des temps de latence très réduits et du coup des capacités infinies. Donc voilà, Azure, AWS, GCP, Alibaba et j'en passe, il y a Office 365, Salesforce. Voilà. Dernière slide pour Intercloud. Et donc, moi, là-haut, je suis SRE, Site Reliability Engineer. Je suis venu là-dedans, en fait, à la base, j'étais développeur. J'ai eu l'occasion de gérer de l'infrastructure dans des sociétés. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je continue dans ma lancée en étant SRE. Donc, mes missions, principalement, là-haut, c'est la gestion de l'infrastructure, la résilience aussi de l'infrastructure. Pour ça, du coup, on utilise des clouds principalement AWS, avec des outils justement comme Terraform. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, du Terraform et de l'AWS. Je m'occupe essentiellement aussi de la partie sécurité. Donc, ici, en fait, on voit différents outils. On peut retrouver des outils HashiCorp, donc Consul, qui est très utile pour la haute dispo et la gestion de configuration, et DNS si on veut. Vault pour la partie sécuritaire. Donc ça, c'est des outils qu'on pourrait avoir l'occasion de présenter, que je pourrais présenter dans d'autres talks, si c'est intéressant et si ça intéresse du monde. Du monitoring, bien entendu. Donc là, on utilise des outils du marché tels que Datadog, Prometheus, Grafana, avec de l'alerting, bien sûr. Et puis, on a aussi toute la partie, je gère essentiellement toute la partie un peu CI/CD et orchestration, déploiement des applicatifs déployés par l'équipe de dev. Voilà. Hop. Et du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur un outil que j'utilise tous les jours et qui s'appelle Terraform. Donc, Terraform, c'est un outil qui est développé par la société qui s'appelle HashiCorp. Donc, HashiCorp, c'est une société qui, depuis quelques années, développe de très beaux outils pour l'infrastructure, pour gérer l'infrastructure, pour gérer les secrets. En fait, ils adressent beaucoup de problématiques qui étaient connues mais qui n'étaient pas très bien adressées. Et Terraform s'occupe d'adresser une problématique en particulier, c'est la gestion d'infrastructure sous forme de code. Donc, ce qu'on appelle l'infrastructure as code. L'idée sous-jacente, c'est quoi? C'est de dire, voilà, j'ai une infrastructure, je vais la décrire dans un fichier et je vais être capable d'utiliser ce fichier, le distribuer, etc., pour déployer cette infrastructure partout. Donc l'idée du fichier, elle est bonne, parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la possibilité de versionner en fait notre infrastructure, puisqu'elle est écrite dans un fichier, je peux la versionner sous Git. Je suis capable de visualiser dans le temps quelles ont été les modifications qui ont été faites, et de planifier des modifications dans le futur, et de les regarder avant de les appliquer. Donc hyper intéressant, parce que quand on a fait un peu de gestion d'infrastructure
Aller dans les interfaces de type vSphere, AWS, faire des clics boutons pour déployer, bah, c'est très bien. Ça marche une fois, deux fois, et puis des fois, bah, on oublie de la conf qu'on a fait, des choses comme ça. Et puis bah, le jour où il y a un crash et un outage chez AWS, bah, remonter l'infrastructure à côté, bah, ça prend des heures, voire des jours, voire des semaines. Donc là, du coup, quand on a tous forme de fichier, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir reproduire cette infrastructure, la créer, la mettre à jour et la détruire si on n'en a plus besoin. Cet outil, il est dit agnostique, parce qu'en fait, Terraform, c'est pas une coquille vide, mais un petit peu comme. C'est un outil qui est très pluggable. En fait, chaque provider, donc AWS, Azure, GCP, crée son propre plugin, le met à disposition sur une registry qui s'appelle la registry Terraform. C'est un petit peu l'équivalent du hub pour Docker. Et en fait, ces providers viennent se plugger sur le corps de Terraform et permettent pour le coup d'interagir avec les ressources AWS, Azure, etc. L'idée derrière, en fait, c'est qu'un provider, c'est un bout de morceau de code écrit en Go qui fait rien de plus qu'aller appeler des API REST des providers. Voilà. C'est une couche au-dessus, mais qui possède toute la partie orchestration que ne possède pas forcément l'API REST. Et tous ces outils sont en open source, donc développés par HashiCorp et disponibles sur GitHub en licence Mozilla. Vous apercevez le petit logo Intercloud en bas à gauche. On a aussi développé chez Intercloud notre propre provider pour interagir avec les ressources Intercloud via Terraform. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait présenter, que je pourrais présenter dans un prochain talk si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'un compte AWS vierge. Dans ce compte AWS, donc peut-être que des gens ne sont pas forcément habitués avec AWS, donc je vais décrire un petit peu les concepts. Dans ce compte AWS, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un VPC. Un VPC, c'est rien de plus qu'une coquille vide, réseau, dans lequel on va venir isoler des ressources. Voilà. Dans ce VPC, on va venir créer un subnet pour en fait mettre des ressources dans le subnet. Pareil, une coquille vide réseau à laquelle on donne une plage d'IP, c'est tout. Les ressources qu'on va mettre dans ce subnet auront besoin d'aller sur Internet. Pour aller sur Internet, on va créer une Internet Gateway et une table de routage. En fait, ça va donner un petit peu, ça va dire au VPC et au subnet comment les paquets sont censés transiter afin que nous, quand on crée une instance EC2 derrière, donc une virtual machine dans notre subnet, on soit capable d'aller l'interroger et que les paquets reviennent. L'idée là derrière, c'est de se dire, j'ai une infrastructure vierge, moi je veux me créer une instance EC2, j'ai envie de faire des devs dessus, et je veux pouvoir la créer, la détruire quand j'en ai besoin. Parce qu'au final, on va créer une instance EC2 qui sera basée sur une AMI. AMI, c'est Amazon Machine Image. Il faut le voir comme un petit CD ISO, en gros, qui est l'image de base qui va servir à installer EC2, rien de plus qu'un Linux, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de terminer, d'avoir une instance EC2 prête sur laquelle on peut se connecter en SSH et aller jouer et détruire l'infrastructure dès qu'on n'en a plus besoin. Alors, on va commencer tout de suite. Terraform, là, du coup, on va l'utiliser en version 0.14, qui est la dernière version sortie à ce jour. Hop. Alors, tout d'abord, Terraform. Si je ne l'ai pas, comment je peux l'obtenir? Directement sur le site d'HashiCorp, vous allez dans le download. Étant donné que c'est écrit en Go, c'est compilé, et en fait, c'est juste un binaire que vous déposez quelque part sur votre PC, et vous le mettez dans votre pass system, et du coup, vous avez Terraform d'installer. C'est simple, c'est super, c'est top. Sous Mac, on peut directement l'installer avec brew. Donc, vous avez la commande brew install, Terraform, hop. Donc là, je pense qu'il va râler parce que je l'ai déjà, donc il va me dire, non, mais au lieu de l'installer, essaye de l'upgrader. En gros, tape les bonnes commandes, s'il te plaît. Donc voilà, il me dit qu'il est déjà installé, donc pas de souci. Et pour vérifier qu'il est bien installé, Terraform version, hop, voilà, Terraform version 0.14.5, super. Une fois que c'est installé, on va pouvoir commencer à jouer avec. Du coup, hop, nouveau dossier. Donc première chose, on a dit que tout était fait sous forme de fichier. Donc on va créer un fichier que je vais appeler main.tf. .tf, c'est l'extension des fichiers Terraform. Il y a d'autres extensions possibles, on ne les verra pas aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est positionné dans un répertoire avec un fichier .tf ou plusieurs fichiers .tf, quand on lancera les commandes Terraform, Terraform ira parcourir l'ensemble des fichiers TF présents dans le répertoire. Maintenant que j'ai mon petit fichier main.tf, j'ai envie d'interagir avec mon compte AWS et de créer des ressources sur AWS. Donc comment je peux faire ça?
C'est simple, je vais sur ce que je disais tout à l'heure, la registry Terraform. Hop. Donc la registry Terraform, si vous êtes habitué à Docker Hub, c'est à peu près la même chose. Moi, qu'est-ce que j'ai envie, c'est d'utiliser le provider AWS. Je tape AWS. Le premier qui sort, c'est celui qui m'intéresse, c'est l'officiel AWS développé et maintenu par HashiCorp. La registry, c'est vraiment le point d'entrée dès que vous cherchez des modules. C'est là où il faut fouiller en premier parce qu'on a à la fois les directives pour comment utiliser le provider, ce qu'on va voir tout de suite, et on a aussi toute la documentation qui indique comment utiliser les ressources. Donc là, ici, on retrouve toutes les ressources AWS qui sont utilisables au travers du provider fourni par HashiCorp. Donc c'est super, moi j'ai envie de l'utiliser, je ne sais pas comment l'utiliser, j'ai juste à cliquer sur le bouton sur la droite, How to use this provider, hop, je copie-colle, et on va regarder dans le détail ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ici que Terraform a besoin de certains providers pour fonctionner, et on va y spécifier lesquels. On veut un provider AWS, dont la source est HashiCorp/AWS sur la registry, donc ça c'est Terraform qui est assez malin pour ensuite aller le chercher, dans sa version 3.26.0, nous ça nous va, on prend la dernière et ça fonctionne, et en dessous de ça, on a un bloc qui nous permet de configurer le provider AWS. Chaque provider a des configurations différentes en fonction des spécificités de chaque provider. Moi, je ne sais pas quoi configurer, donc je vais regarder la doc, et je vois que je peux configurer la région. Super. Et ben, c'est très bien, parce que moi, j'ai envie de travailler dans la région de Paris, en fait, sur AWS. Et Paris, c'est EU West 3. Hop. Dans ce cas, ici, je vais dire que je veux travailler sur EU West 3. Super. Là, vous me dites très bien, tout est CT sauf l'autente. Effectivement, comment, quand je vais lancer Terraform, il va savoir sur quel compte AWS il va devoir créer les ressources. Moi, je veux qu'il les crée chez moi, pas chez mon voisin. Donc, du coup, en général, moi, c'est ma façon de procéder. On peut faire vraiment différemment. On peut créer ici, enfin, dans le provider, on peut setter ici les access keys et les secret keys. AWS Access Key, AWS Secret Key. C'est vraiment déconseillé, parce qu'en fait, un jour, vous allez l'oublier, vous allez le versionner et tout le monde le verra. Donc, du coup, vous aurez vos credentials qui seront exposés partout. Une bonne pratique, c'est de les mettre dans l'environnement système. Donc, du coup, hop, ici, j'ai un fichier que j'ai appelé .env-example, où je définis deux variables d'environnement, AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key. Donc ça, je sais comment se nomment les variables, parce qu'en fait, dans la documentation, c'est précisé ici et ici. Tout est dans la doc, j'ai rien inventé. Il y a des fois où je vais le savoir parce que je l'ai déjà utilisé, mais tout est dans la documentation. Donc moi, du coup, j'ai mon petit fichier .env juste là, dans lequel j'ai seté mon access key et mon secret access. Donc je ne vais pas vous le montrer parce que, justement, c'est mes vrais credentials. Mais par contre, ce que je fais, c'est que ce fichier, je le source, et du coup, maintenant, dans mes variables d'environnement, sont setés mes credentials. Ce qui est hyper pratique aussi, parce que quand on utilise Terraform dans de la CI/CD, on a juste à setter les variables d'environnement de la CI/CD dans les pipelines pour s'authentifier automatiquement au travers de Terraform. Donc ça, super, bonne chose. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est commencer à créer nos ressources. Dans Terraform, il y a deux types de ressources. Il y a ce qu'on appelle les ressources pures, qui sont en fait les ressources que l'on va gérer, manager, créer, updater, détruire. Et on a ce qu'on appelle les data sources. Donc ça, on va voir les deux au fur et à mesure. Et les data sources, en fait, ce sont des ressources en mode read-only. Quand on veut récupérer des infos de type référence, c'est les data sources qu'on utilise. Hop, on en verra une tout à l'heure. Alors, ressources. Moi, je veux créer un VPC. Petite nomenclature, enfin convention de nommage chez HashiCorp. Lorsqu'on est chez un provider, ici AWS, l'ensemble des ressources du provider est toujours nommé AWS _. Si j'avais été avec Azure, ça aurait été Azure _. GCP, enfin si c'est GCP, peut-être qu'il l'appelle Google, c'est Google _ quelque chose, voilà. Donc, ce sera toujours AWS _ et VPC, je sais que c'est AWS VPC. Si je ne le sais pas, je vais dans la doc, je cherche VPC et je trouve le type de ressource. Donc ici, c'est mon type de ressource, et juste à côté, c'est là le nom de la ressource pour l'identifier dans mes fichiers. Donc moi, je vais l'appeler démo VPC. Un VPC, ça contient des attributs, donc c'est pareil. Si je ne sais pas, je vais dans la doc. Hop.
Bon, il me ressort en fait la doc. Voilà. Donc VPC ressources AWS VPC. Et ici, en fait, je retrouve l'ensemble des arguments que je peux passer pour créer mes ressources. Donc ça, ce sont les paramètres d'entrée, en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que ça fait derrière, c'est juste appeler une API REST. Donc en gros, ce sont les paramètres d'entrée de mon API REST. Et en retour, j'ai d'autres attributs qui me reviennent, comme l'ID, par exemple, lorsque le VPC a été créé sur AWS. Donc là, hop, on va créer un VPC tout simple. On lui set un CIDR. /16. Et je sais que sur AWS, si je veux que dans l'interface web, j'ai un nom qui soit seté sur mes ressources, il faut que je les tague en fait. Donc je vais le taguer et je vais lui donner le même nom. Super, donc là j'ai un VPC et je suis prêt à le créer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là je suis dans mon répertoire. La première chose à faire quand on rentre dans un répertoire Terraform, qu'il soit à nous ou à un de nos collègues, c'est de lancer un Terraform init. Le Terraform init, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les fichiers TF, il regarde les providers qui sont nécessaires et il les télécharge. Donc là, il a identifié les providers et maintenant il est en train de les télécharger. Et sur le côté ici, on va voir apparaître un dossier et un nouveau fichier qu'on n'a pas encore puisqu'il n'a pas fini son init. Voilà. Donc le init est fini. Là, j'ai un fichier log.hl qui apparaît. C'est un fichier qui est apparu là dernièrement dans les dernières releases de HashiCorp Terraform. En fait, l'idée, c'est de se dire que moi, je peux reproduire et n'importe qui peut reproduire mon infrastructure n'importe où. Donc, l'idée, en fait, c'est juste de contraindre les versions en fonction de ce qui a été vu dans les fichiers .tf. Ce qui fait que Terraform conseille de versionner ce fichier-là pour qu'il soit distribué partout quand vos collègues reprendront votre fichier Terraform pour l'utiliser. Et on a également un dossier .terraform qui s'est créé. Et dedans, en fait, on retrouve juste le binaire, le binaire du provider qui nous permet d'interagir avec AWS. Super. Hop. Une fois que l'unité est fait, je peux lancer un truc, c'est le Terraform Plan. Terraform Plan, ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui va être fait sur mon infrastructure. Donc ici, je vois que j'ai que des actions de type create, et ça va notamment me créer mon VPC, et mon plan me dit j'ai une ressource à ajouter, 0 à changer et une à détruire. Et bien super, dans ce cas-là, je peux passer à l'étape d'après qui est le apply. Je valide les modifications et je le laisse. Il va lancer la création de mon VPC. Et voilà. Donc, mon VPC est créé. Je repasse dans la web UI, VPC, et là, je devrais trouver mon VPC. On attend que ça charge un petit peu. Voilà, démo VPC, le VPC est créé avec le bon CIDR. Top. Hop. Maintenant que vous avez compris un peu comment ça marche, on va accélérer le mouvement. On va créer un subnet. Hop. AWS underscore, toujours. Subnet. Mon subnet, il a un CIDR également, qui sera un sous-CIDR de celui du VPC. Je le tag également. Tac. Hop. Et il faut que je le rattache à mon VPC. Donc pour ça, en fait, il y a un champ qui s'appelle VPC ID. Et je vais faire le lien avec mon VPC au-dessus en utilisant le type de ressource, point, le nom de ma ressource. Donc le nom, c'est celui-ci, celui qui est juste à côté. Et en y mettant l'ID. Une fois que ça c'est fait, j'ai mon subnet qui est prêt à être créé. Une fois que le subnet est créé, en fait, on n'a toujours pas défini comment les routes vont être faites. Donc, ce que je peux faire, c'est tout de suite enchaîner en créant mes autres ressources. Paf. Alors, j'ai besoin d'une gateway. Internet gateway. Donc, hop, je l'attaque comme toujours. Cette gateway, je la rattache à mon VPC également.
Donc, en fait, tous ces paramètres-là, là, je les connais parce que j'ai déjà parcouru la documentation et je sais que quand je crée une Internet Gateway, elle doit être attachée à un VPC, etc. Mais, encore une fois, si je ne le savais pas, il aurait fallu que je parcours la doc de Terraform pour le trouver. Après, si vous avez déjà manipulé ces objets dans l'interface web, vous savez dans tous les cas qu'il est nécessaire de définir ces objets. Une fois que j'ai l'Internet Gateway, je crée une table de routage. Table. Cette table de routage, je l'associe. Je l'associe. Je ne sais plus si je crois. Bon, au pire, je pourrais aller voir après. Je l'associe à mon VPC. Hop. J'ai un petit doute. On va aller regarder ça tout de suite. Route table, CDR, et je définis la route avec la lettre. Ah oui, ok, hop. Du coup, je définis ma route. Et en gros, c'est de dire que tous les paquets à destination de n'importe où transitent par l'Internet Gateway. Ce qui me permettra en fait de faire transiter mes paquets. Donc là, en fait, il y a des paramètres. Là, le Visual Studio, il m'aide. Il me met l'ensemble des paramètres. Étant donné qu'il y en a qui sont optionnels et qui ne m'intéressent pas, je ne les utilise pas ici. Hop. Ici, je remets mon Internet Gateway. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon VPC et mon subnet, ça c'est bon. J'ai une Internet Gateway avec une table de routage juste à côté. Maintenant, il faut que j'associe cette table de routage avec mon VPC. Parce que si je vais sur mon VPC, hop, que je regarde ma table de routage, les paquets ne sont pas capables de transiter correctement. Voilà. Je n'ai pas de destination avec d'Internet Gateway ici, et c'est ce qu'on va corriger tout de suite. Et pour ça, une dernière ressource. En fait, toutes les ressources généralement chez les providers comme ça. Table, main table association. Hop. Hop. Donc là, je vais lier mon VPC à cette route, à cette table de routage juste au-dessus. Table ID. Hop. Donc ça, généralement, ce type de création de VPC, subnet, etc., c'est généralement quelque chose qui est fait une fois dans votre compte AWS. Et en général, vous jouez plus avec les instances qui sont à l'intérieur, les instances EC2, les load balancers, les choses comme ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai créé beaucoup de ressources. Maintenant, il faudrait que je vérifie un peu si tout ce que j'ai tapé est bon ou pas. Donc là, je vais demander à Terraform de m'établir le plan. Autre petite information, on voit que Terraform a détecté qu'il y a 4 ressources à ajouter, 0 à changer, 0 à détruire. Vous pouvez vous demander comment il a fait ça, comment il sait. En fait, Terraform, tout à l'heure, quand je lui ai demandé de créer la ressource, il a créé un petit fichier qui s'appelle le tfstate. Et en fait, c'est dans le tfstate que Terraform maintient l'ensemble des informations qu'il a sur l'infrastructure. C'est-à-dire que dans le tfstate, ici, je retrouve les informations sur mon unique ressource que j'ai créée jusqu'à maintenant, mon VPC. Et quand je fais le plan, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le tfstate, il prend les vraies données chez AWS, il les compare et il dit « Ok, le VPC, je le connais, il est déjà créé, je n'ai pas besoin d'y toucher. Par contre, je vois plein de ressources qui sont apparues dans le fichier et que je n'ai pas sur l'infrastructure, donc il faut que je les crée. » Donc, moi, ça me convient. Je lui dis « Ok, pas de souci. Apply. » Je pourrais le jouer en une seule fois, c'est-à-dire que je pourrais lancer le apply et valider dans la foulée, mais j'aime bien jouer le plan juste avant. Et maintenant, je vais le laisser créer ça comme un grand. Hop. Si je retourne sur mon VPC,
Donc là, ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je tape au fur et à mesure, si j'étais en mode je teste, je sais que je veux quelque chose, je fais à peu près, bah, au fur et à mesure que je le fais, en fait, je l'écris. Et ce qui veut dire que quand j'aurai tout terminé, j'aurai un fichier qui sera fonctionnel et qui sera exactement ce que je veux. Alors que quand on le fait via l'UI, le problème, c'est que quand on a terminé de construire notre infrastructure, bah, on n'a aucune trace de ce qu'on a fait. Donc du coup, on est un petit peu seul. Et voilà. Donc là, j'ai bien ma nouvelle table de routage et ma route qui est parfaite. Donc super. Vous vous dites super, Kevin, tu nous fais du réseau, c'est top, mais nous, on n'aime pas ça. Et ben, je dis tant mieux, parce que de toute façon, maintenant, on va faire autre chose. On va créer une instance EC2, c'est tout ce qui nous intéresse. Et pour créer une instance EC2, hop, ressources, on va créer encore une ressource de type AWS Instance. Tac. Donc une instance EC2, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est rien de plus qu'une machine virtuelle popée chez AWS. Démo EC2, et dans cette instance, j'ai plusieurs paramètres à mettre, notamment le type. Donc je vais prendre une t2.micro, qui est une toute petite instance. J'ai également une AMI, hop, voilà, une AMI à mettre. Donc l'AMI, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'AMI, c'est en fait c'est l'image. C'est l'image à partir de laquelle on va construire notre virtual machine. Et ici, on veut juste une image Linux. Le problème, c'est que l'AMI, il faut d'abord la trouver pour l'insérer ici. En fait, c'est un ID qui est attendu. C'est là où le data source rentre en jeu. Le data source, il y en a plein chez AWS, il y en a plein dans plein de providers, mais il y a notamment un data source qui permet de trouver des AMI à partir de filtres. Hop. Et pour trouver une AMI à partir de filtres, hop, on fournit un filter. Ce filter, on va le faire porter sur l'attribut name. Donc là, je triche un peu, parce que ce truc-là, je l'avais déjà fait avant, parce que sinon, c'est bon, un petit peu compliqué à trouver comme ça du premier coup. Donc je lui crée un filtre sur l'attribut name. Les values possibles pour le name, donc là, c'est des regex qu'on peut mettre en place. Hop. Donc là, ça va être AMZ, AMI. Là, c'est pas comment dire, intuitif. Là, ça demande un petit peu de manipulation et de pratique, mais l'idée est là. En fait, quand on a un data source, généralement, on a des filtres, et à partir de ces filtres, on va réussir à capturer une info qui nous intéresse. Donc ici, ça va être de capturer l'image Linux qui nous intéresse, pour ensuite aller l'injecter dans une autre ressource. Je vais également lui dire que je veux qu'il prenne la plus récente. Donc, en gros, il va me trouver la plus récente des images Linux fournies par Amazon. En fait, Amazon fournit ses propres images Linux, et c'est celle-ci qui va nous intéresser. On va juste mettre un paramètre de plus, qui est le honors, parce qu'en fait, sur Amazon, tout le monde peut publier des images, mais nous, on va juste s'intéresser aux images d'Amazon et pas à celles créées par, je ne sais pas, peut-être moi-même dans mon garage il y a 2 semaines. Hop. Et maintenant que j'ai ma data source, donc je sais que cette data source, elle va répondre, parce qu'en fait, je l'ai déjà testée, et je vais l'injecter ici. Voilà. Donc là, j'ai commencé à préparer mon instance, je connais son type, je connais son image de base. Maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est que je définisse aussi le subnet auquel elle appartient. Donc le subnet, en fait, tout ça, vous le faites, quand vous faites bien l'interface, il y a des choses qui sont un peu cachées, que vous ne voyez pas forcément. Et là, vous avez vraiment le contrôle sur l'ensemble des paramètres et sur la façon dont vous gérez vos ressources. Donc le subnet, eh ben, on reprend notre subnet duo. Hop, subnet, ID. On va lui demander d'associer une adresse IP publique, parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, c'est de pouvoir se connecter dessus et travailler dessus. Ça va être public IP. True. Il faut également lui mettre des security groups, parce que les security groups, c'est ce qui va nous permettre en fait d'autoriser l'accès à cette machine en SSH notamment. VPC.
Donc là, il faut que je crée une autre ressource de type security group. Hop. AWS security group. Security group. Un security group est rattaché à un subnet également. Mon security group, qu'est-ce que je vais lui... En fait, je vais dire à mon security group autorise tout en entrée et tout en sortie. C'est pas très bien, il faut jamais faire ça, mais c'est beaucoup plus simple pour les démos. Voilà. Et on va dire la même chose en entrée sur un ingress. Voilà, donc là j'ai un security group très ouvert. Allez, super. Je tag mon instance pour la retrouver facilement dans mon dashboard. À la suite de ça, du coup, on va avoir l'IP public, on va avoir les security groups de CT. Par contre, vu qu'on veut se connecter en SSH dessus, ce qu'il va nous falloir, c'est être capable de fournir une clé SSH pour se connecter dessus. Donc c'est super, parce qu'il y a un paramètre qui nous permet de setter une clé SSH, qui s'appelle keyname. Et ça, c'est pareil, c'est un pointeur vers une autre source. Cette autre source, c'est une AWS Keeper, qui possède un nom et une clé publique. Cette clé publique, bah, moi je vais prendre ma clé publique sur mon poste, ma clé publique SSH. Et là tout le monde se dit non, il ne va pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. On va prendre celle-ci. Hop. Ma clé publique, je l'insère ici. AWS. Démo. Et ici, c'est le keyname qu'il faut mettre. Alors des fois, oui, il faut pointer vers les ID, des fois, il faut pointer vers les names. Là, il faut lire les paramètres pour savoir un petit peu ce qui est attendu. Là, ici, c'est le name. Et du coup, on devrait être prêt. On a nos security groups qui sont setés, on a notre image de base, on a notre clé, on a notre instance. Et ben, on va demander à Terraform de faire. Et au pire, si on a oublié quelque chose, et ben, on aura juste à le modifier. Et puis à demander à Terraform de rejouer, de modifier notre infra. Alors, par exemple, ici, quelque chose ne va pas. Subnet ID is not expected here dans les security groups. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit dans mon security group, alors c'est peut-être le VPC ID en fait qui est attendu, pas le Subnet ID démo. VPC. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, si les providers sont bien faits, en général, les messages d'erreur sont explicites, ce qui est plutôt bien quand on commence. Ou comme moi quand on ne sait pas taper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? AWS AI dans Demo EC2. Alors, on revient là. AWS AI. Ah, oui, ok. Petite faute de ma part. En fait, quand on tape sur une data source, il faut préciser que c'est une data source et repréfixer le tout par data point. Sinon, il pense chercher une ressource parce qu'il est possible d'avoir des ressources et des data sources qui ne se nomment pas. Ouais. Alors, associate public typé. Adresse peut-être? Ok. Instance type instead of type. Voilà pour moi. Ça vous permet de voir comment ça marche. C'était prévu. Ok, super. Donc là, il rafraîchit en fait le state, il compare et il dit tiens, 3 ressources à ajouter. Super. Moi, je valide. On apply. Paf. J'ai pas du tout regardé le temps si on dépassait ou pas. J'espère ne pas trop dépasser. Je valide. On est presque. Il te reste longtemps, Kevin? Il me reste 2 minutes. Parfait. 2 minutes et on arrête. On laisse AWS créer cette petite instance EC2.
Et je vais en profiter pour faire quelque chose. Moi, cette instance EC2, elle me plaît. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse, c'est que je vais avoir son IP public. C'est pour ça que je vais demander à Terraform de me l'outputter. Public IP. Donc, c'est un nouveau type d'objet qui s'appelle output. Et je lui demande de me sortir l'AWS instance. Et public IP. Ah oui, démo EC2, c'est mieux. Démo EC2. Voilà. Yes. Et voilà. Donc là, j'ai mon IP public qui est là. Maintenant, je peux me connecter à mon instance. Hop. EC2. User. Yes. Super. Donc là, j'ai une instance qui tourne. Tout a été déployé avec Terraform. Maintenant, je peux m'amuser. Je peux installer mes outils, mon Nginx, tous mes outils pour développer, enfin faire ce que j'ai envie de faire, pousser du code, tester. Et une fois que j'ai tout fini, je peux tout détruire. Parce qu'en fait, ça ne m'inquiète plus. Je sais qu'en quelques secondes, je pourrais tout recréer. Yes. Destruction des 8 ressources. Et je laisse Terraform faire. Il va tout détruire. Le temps que ça détruise, je renchaîne sur ma presse et on termine. Et je vous embête plus avec ça. Tac. Paf, paf. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Du coup, on a vu comment installer Terraform. Rapide, simple, efficace. Un simple binaire dans votre système passe et ça roule. On a vu comment utiliser les providers. On se connecte à la registrie, on a accès à toutes les ressources, les data sources, la documentation. On a vu comment créer une infra from scratch. Moi, sur AWS, j'avais un compte vierge, j'avais absolument aucune ressource de déclarer. J'ai tout créé directement dans les fichiers. On a utilisé un seul fichier, on a fait des init, des plans, des apply et un destroy qui a dû se terminer, qu'on va pouvoir voir juste après. Et on a vu comment était maintenu le state par Terraform. Ce qui n'a pas été encore vu et ce qu'on pourrait voir dans un prochain talk, c'est l'utilisation de variables. Dans Terraform, en fait, c'est un langage qui est assez complet. Il y a des variables, des fonctions, des types qu'on peut utiliser pour un petit peu industrialiser le tout. Il y a les workspaces. On peut utiliser des workspaces pour notamment répliquer des environnements complets entre des infrastructures complètes entre différents environnements, staging, prod, dev. Le TF State, c'est très bien quand il est sous forme de fichier pour tester. Par contre, quand on est une équipe de 20 SRE, si on veut se partager en fait l'état dans lequel se trouve un environnement, il faut le mettre donc hautement disponible quelque part, par exemple dans un back-end de type consul ou un S3 ou des choses comme ça. Consul étant très approprié. Et plein d'autres choses, en fait, on pourrait voir comment créer notamment un provider en Go et l'incorporer dans Terraform. Donc voilà, c'est tout pour moi. Hop, je te décale un tout petit peu. Le code source de fichier TF et puis un petit peu d'instructions, je les ai mis sur GitHub sous Kafrapin. Donc n'hésitez pas à y aller et à regarder si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par Twitter ou par mail. Si vous avez des questions purement techniques sur Terraform ou quoi que ce soit, je serais ravi d'y répondre. Et du coup, voilà, les ressources sont détruites. Ça aurait été assez rapide. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, que vous avez réussi quand même à suivre et que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'utiliser Terraform parce que je vous assure que c'est un superbe outil si vous avez de l'infrastructure à gérer au jour le jour. Voilà, merci à tous. Merci Kevin. Je pense qu'on peut prendre une voire deux questions max avant de passer à Vincent, si les questions sont très courtes. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'en ai une, sinon j'en profite. Pour Terraform, est-ce que tu conseilles des outils ou des manières particulières pour pouvoir visualiser un peu les changements ou stocker les différents changements d'un Terraform State dès lors que tu as 20 personnes qui travaillent dessus au jour le jour?
Alors du coup, nous on n'est pas 20 à travailler dessus, je suis essentiellement seul, donc le TF State il est maintenu dans un consul, donc le consul par contre permet en fait là au dispo, comme ça on le perd pas. La visualisation des modifications en général, c'est des plans que j'exécute sur mon poste pour visualiser. Par contre, alors c'est possible après de le faire directement dans des pipelines GitLab. Et il y a notamment un outil sur lequel je suis en train de me pencher qui s'appelle Atlas, qui permet en fait de visualiser les modifications des plans et aussi d'enregistrer apparemment les différents états et versionner un petit peu l'évolution de l'infrastructure. Ok. Donc nous, on l'utilise plus en mode, dès qu'il y a des modifications à faire sur l'infra, des branches sont faites, il y a des pull requests qui sont faites, on valide, et ensuite on met à jour l'infrastructure. Ok. Top. Bonsoir Kevin, j'ai juste une petite question du coup pour ma part. Je suis Sarah Michou, je suis la RH pour Neosoft. Je vais peut-être mettre ma caméra. Donc moi je suis pas hyper technique, je voulais juste savoir si j'avais bien compris. Terraform permet de créer du coup des infrastructures. On est d'accord que du coup c'est que sur des infras virtuelles ou des machines virtuelles? Ou ça peut aussi se déployer après sur du physique? Alors effectivement, quand on parle des clouds, c'est essentiellement du virtuel. Ouais. Par contre, il existe des providers que j'ai jamais utilisés, mais je pense de type VMware, qui vont permettre en fait d'interagir directement avec du matériel. Il faut un minimum de logiciel, je pense quand même à la base, pour créer des choses. Mais on parle quand même beaucoup de virtualisation, c'est-à-dire que même si j'interagis avec l'API d'un vCenter, par exemple, ce que je vais créer derrière, ça va être des VM en fait essentiellement. Enfin des VM, où je vais créer des disques logiques, des choses comme ça, mais ça va être des choses qui vont être virtualisées, oui. D'accord, ok. Et là, cloud, tu as présenté essentiellement sur AWS. J'imagine qu'avec Azure ou avec le cloud de Google, ça se fait de la même manière. Ouais, bien sûr, Azure, GCP, tous les grands clouds ont leur provider Terraform en place et qui marchent très bien et qui généralement sont maintenus et développés par HashiCorp. D'accord, ok. Directement. Merci beaucoup. T'en prie. Top. Parce qu'il y a des questions, peut-être qu'on les prendra à la fin. Là, je propose qu'on donne le micro virtuel à Vincent. Et en tout cas, merci Kevin. Merci Kevin également. Merci, je chope le micro au passage, Stan. Voilà, virtuellement, hop. Donc, j'aurais des questions aussi pour toi, Kevin, mais tout à l'heure, sur la gestion des secrets, par exemple, sur des trucs, sur ces enfants. Alors, je vais partager mon écran. Par contre, ce qu'il faut que je demande... non, c'est bon. Le contrôle. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle, Stan, sur le partage de l'écran. Si, c'est bon, ça y est. C'est bon, normalement. Ok. Tout à l'heure, je l'avais pas. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Tac. Ouais, c'est bon. C'est bon. Super. Alors, donc en effet, donc là je vais vous montrer un petit talk sur comment monter. Donc c'est d'actualité un petit modèle. Alors petit en fait parce que les modèles derrière ils sont pas très complexes, mais toute la machinerie derrière est finalement est jamais simple. Donc les modèles sont petits, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, mais le périmètre n'est pas aussi petit qu'on peut le croire. Maison en fait, alors pourquoi? Parce que en fait il tourne à la maison en fait sur mon NAS, donc c'est un petit jeu de mots. Je sais pourquoi en fait, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et du coup les indicateurs à prédire, hein, c'est tout ce qui concerne le Covid. Alors bon, ça permettra aussi d'aller voir peut-être comment les gens peuvent aller tout seuls aller se renseigner sur des indicateurs publics et se faire leur propre idée en fait des indicateurs qui sont eux, on va dire proposés par l'État ou par d'autres instances et comme ça un petit peu te faire un peu une analyse critique hein, au sens noble du terme sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors donc, je vais commencer par une petite analyse en fait des données dans un Jupyter Notebook en Python sur Colab. Avec un peu de DataVis directement dedans. Alors la stack technique en fait est hyper simple, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple quand on fait de la data science. Alors oui, je me présenterai à la fin en fait pour le suspense, mais en général. D'ailleurs, Stan, pour info, j'ai regardé, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, que j'ai fait un speak à Orléans Tech Talks. À l'époque, c'était au labo. Voilà, je crois que c'était le 30 janvier 2019, il me semble, un truc dans le genre. Donc, voilà, donc là, la stack technique que je présente, bah, c'est habituel pour un data scientist, Python 3, du Pandas, voilà, quelques trucs dans scikit-learn, des petits modèles. Je ne me suis pas pris trop la tête en fait pour aller chercher des modèles en fait externes en fait à scikit-learn.
notamment aussi pour les capacités assez faibles de mon NAS, qui sont derrière. Plotly pour la partie DataVis. Et puis donc en fait, Colab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Jupyter Notebook, mais packagé par Google en fait, et gratuit dans sa version gratuite, en fait, qui permet de faire pas mal de choses. Si vous avez une version payante qui permet après d'aller taper dans du GPU, des genres de trucs, quand vous faites des réseaux de neurones. Donc on va commencer là-dessus. J'ai préparé donc un notebook directement dans Colab que je pourrais après te partager, partager le reste d'ailleurs. Donc j'ai juste en fait viré l'output en fait des cellules histoire de voir. Je ne vais pas faire du live session code comme a fait Kevin parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, je vais juste en fait expliquer en exécutant en fait les cellules au fur et à mesure ce qui se passe. Donc là déjà quand on lance en fait les premières cellules, il n'y a pas derrière de machine virtuelle qui est, comment on dirait, qui existe. Donc la première instanciation des cellules, en fait, vous allez avoir derrière des petites VM qui s'instancient derrière automatiquement chez Google. Donc au départ, je vais juste importer des packages assez connus du monde de la data science. La partie Panda, c'est NumPy qui s'occupe de la partie gestion de la donnée en mémoire, donc des data frames. Et puis la partie Plotly, donc Plotly, c'est un des nombreux packages de DataVis qu'on a en Python, que j'aime bien parce que du coup, nativement, il permet en fait d'avoir de la DataVis dynamique. En termes de data source, en fait, il y a plusieurs data sources. Alors là, j'ai la version en fait avec directement les CSV qu'on va taper. Mais pour de vrai, alors je ne sais plus si je l'ai mis quelque part dans mon code, après je vous montrerai tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment du truc. Voilà, je sais, en fait, là, j'ai. Oui, c'est dans ma DataVis que je montrerai tout à l'heure. J'irai vous montrer en fait les pages web sur lesquelles en fait, on peut télécharger les liens en dur qui permettent de taper directement les CSV. Donc en fait, il y a deux sources principales. Une source qui s'appelle All World in Data, qui est un institut en fait qui s'occupe de l'agrégation de données, pas que Covid, mais en ce moment c'est plutôt Covid, et datagouv.fr, voilà, qui permet de récupérer de la donnée du gouvernement, que ce soit la partie ministérielle ou la partie Institut de santé publique. Voilà. Donc une fois que j'ai récupéré en fait les ID, enfin les URL, les URI de ces données-là, il va y avoir en fait plusieurs URI, certaines qui concernent les données autour des tests, autour du Covid, d'autres données qui concernent les contaminations, les cas, et puis d'autres données en fait que j'utilise en fait pour croiser avec ces premières sources, notamment la partie taux de reproduction, hospitalisation, etc. Donc on va les regarder une par une très rapidement. Alors là, je fais bourrin, hein, Kevin nous a dit, ouais, j'attaque directement en fait l'URL en CSV parce que c'est une toute petite volumétrie. Donc en fait, on peut y aller en stream directement, ça passe en fait avec Pandas, notamment grâce à derrière la libaro, notamment quand on fait du parquet par exemple, ça marche assez bien. Je vais afficher ce qu'il y a en fait dans le data frame. Donc ça c'est All World in Data, c'est la partie mondiale. Donc il y a plein de données différentes sur plein de pays différents. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. Donc je préparais en avance le talk, donc forcément je sais dans quoi taper directement, mais on peut voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a les cas totaux par jour, donc c'est par jour la granularité, par pays, par continent, pardon, par pays. Les nouveaux cas, après ils ont fait sûrement une mobile, enfin il y a de la doc sur le site officiel pour voir comment la donnée a été récupérée et crunchée. Des décès, voilà. Après certains indicateurs, cas par million, etc. Voilà. Il y a tout un tas en fait de données. Donc il y a un certain nombre de colonnes. D'ailleurs, je peux regarder tout de suite avant de faire autre chose. Ah non, pardon, je ne l'ai pas encore. Hop, je l'ai pas fait. Donc je vais déjà filtrer sur la France. Et après regarder la dimension du data frame. Donc on a 59 colonnes. Et quand je filtre sur la France, donc j'ai 375 lignes. Donc en fait 375 jours. Voilà, de data. Alors c'est pas forcément de la même qualité, mais en fait ce que je vais faire en fait c'est tout de suite ressembler. Parce que je ne suis pas sûr, en fait, comme ça, qu'il y ait vraiment toutes les lignes de la donnée à date. Il peut peut-être me manquer des jours. Donc, comme après, je vais faire des séries temporelles, je m'assurerai très rapidement, en fait, donc déjà un petit typage, en fait, de la date en objet datetime, et ensuite un petit resampling dans Pandas, qui se fait très bien. Donc, en fait, là, je fais quoi? Je resample la journée, grand D, c'est date. Et en fait, le champ qui m'intéresse, c'est la date. Et puis, si vraiment, en fait, j'ai pas, en fait, un jour, il y a un truc qui me manque, je vais resampler par rapport à la moyenne. Donc là, du coup, ça n'a pas de sens. Puisque en fait, si j'ai une donnée manquante, ça va me rejeter par contre une ligne vide, et juste vérifier que la taille est la même. Donc en fait, finalement, il ne manquait pas de ligne. En fait. Donc voilà. Donc il y a 375 lignes, en fait, 375 jours de données. Et après, là, je vais juste refaire pour finir un petit sort value sur la date pour pouvoir ordonner en fait mon data frame. Je ne sais pas à l'avance, on fait l'ordonner. Voilà, par date, en commençant de la première date à la dernière. Donc là, voilà, il a déjà un data frame sur lequel j'ai rien fait, j'ai juste chargé, j'ai vite fait en fait ressembler ma donnée. Je fais exactement la même chose. Alors, je préparais, donc je sais que le séparateur c'est un point virgule. Hein, voilà, faut pas s'étonner, mais j'ai déjà préparé un peu le truc, donc je sais à quoi m'en tenir. De toute façon, sinon j'aurais eu une grosse erreur et ça m'aurait dit soit une erreur, soit un data frame avec une seule colonne. Donc je me serais rendu compte assez rapidement.
Pareil, donc là, je vais prendre des données sur DataGouv. Là, cette fois-ci, alors, ce sont des données que j'ai récupérées parce que j'avais besoin d'avoir le nombre de tests et le nombre de... Oui, c'est ça. Et du coup, là, je ne l'avais pas, en fait, complètement dans l'autre donnée. Il me manquait des jours, en fait. Donc, en fait, j'avais une récence moins forte dans l'autre source. C'est pour ça que j'ai rattrapé les jours manquants avec cette donnée Gouv. Et en plus de ça, ça va me permettre, vous allez le voir, de comparer les chiffres entre une source officielle gouvernementale française et puis une source étrangère. Alors là, on fait pareil, il faudra des la doc pour savoir que quand on fait égal à 0, le champ âge, en fait, c'est la totalité de toutes les tranches d'âge qui sont dans le fichier, parce qu'ils ont fait par ligne, une ligne est égale à un jour, / une tranche d'âge. Et quand on a le 0, en fait, c'est toute tranche d'âge confondue, donc en fait, c'est la somme. Donc je récupère juste en fait la somme des tests par jour. Là, pareil, je remets en fait un champ, je copie en fait le champ typant à la volée pour avoir en fait un champ identique en termes de nom de champ, pour ensuite, vous imaginez bien, faire après une jointure. Et après, donc, mon DF test FR qui était mon data frame d'origine, eh bien, je le join en fait avec le nouveau data frame DataGouv, ce qui fait qu'à la fin, je vais pouvoir en fait avoir en moyenne en fait la moyenne des deux indicateurs, celui du gouvernement et celui en fait de la source étrangère, pour avoir après un truc un peu cohérent. Et après, on regardera juste après en fait s'il y a des différences entre ces datasets. Après, un autre data source en fait qui va plutôt nous servir à récupérer la dernière donnée en termes de taux de reproduction, le fameux R dont on parle tout le temps aux infos. Donc voilà, donc là le R au début, c'est en fait le R en fait n'est pas tout le temps renseigné, donc là sur la dernière valeur, bon il n'y en a pas, mais pour de reste, si on monte un petit peu plus loin, on va se rendre compte en fait qu'il est renseigné. Donc là il y a un petit delta, là on est quel jour? On est le 2 février, la dernière R connue sur ces sources-là, c'est le 23 janvier, donc il y a un petit delta. Donc c'est pareil, on va avoir en fait des soucis en fait de delta en fait entre les différentes KPI. Il y a des KPI qui vont être récents, qu'on va avoir la veille, et d'autres qui vont pas être récents, qui vont avoir 2-3 semaines de retard. Pareil, donc là, rapidement, en fait, je fais un petit pas, je merge, et puis à la fin, je vais merger en fait le reproduction rate que j'avais par ailleurs dans la première source avec celle de DataGouv pour avoir en fait quelque chose en fait de cohérent et de lissé s'il y a des choses qui changent entre les deux sources. Et à la fin, je ferai un petit test pour vérifier les différences justement. Pareil pour la partie contamination, donc je vais regarder aussi pareil sur un data source de .gouv. Pareil, donc là, j'avance vite pour rassembler la donnée, mais on se rend compte d'un truc, on se rend compte que là, hop, on a data frame qui apparaît, total de cas confirmés, total de décès. Donc là, par exemple, il manque les nouveaux cas. Je vais devoir faire une petite diff en fait entre jour à jour pour avoir l'évolution. On se rend aussi compte que la donnée, elle est pas vraiment dans l'ordre au niveau date. Donc, mon resampling, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir des lignes manquantes? Là, je me rends compte qu'en effet, il y avait 323 lignes. Mais au final, quand je ferai un resampling par rapport aux dates consécutives, je me rends compte qu'entre la min et le max des dates, il manque des lignes. Et donc là, ça rajoute une petite quinzaine de lignes, en fait, un peu moins. Donc ce qui fait qu'après, je vais avoir des lignes manquantes. Donc je les sors déjà par date, et après, je vais remplacer les valeurs de ces lignes manquantes, très simplement en mode un peu bourrin, là, j'avoue, avec une interpolation linéaire. Donc j'ai 10 et 12, il manque une valeur entre les deux, ça sera 11. Voilà. Après, je rajoute quelques valeurs, quelques champs dont j'aurai besoin par la suite. Pour avoir notamment les nouveaux cas. Donc pour avoir les nouveaux cas, je fais juste, une fois que j'ai trié par date, un décalage en fait de la colonne total confirmée d'un cran, tac. Et après, je vais faire en fait la différence du coup entre ces deux colonnes qui vont correspondre à la différence entre le jour J et le jour J-1. Voilà, et du coup, j'aurai la valeur en fait des nouveaux cas par jour que j'avais pas à l'origine parce que je n'avais qu'une donnée de type total. Une fois que j'ai tout ça, voilà, donc là j'ai pas mal de sources différentes, je peux tout émerger à la fin, parce qu'à la fin on va faire un modèle, donc en général on a besoin d'avoir un modèle, un data frame final avec toutes les features. Je merge toujours sur la date, parce que c'est la journée en fait qui va correspondre à la ligne. Et là par exemple, juste pour se rassurer en fait sur la source de données New Cases qui était la donnée étrangère, et puis la New Cases 2 qui était la donnée française, regardez un petit peu en fait les différences. Donc en fait on voit juste qu'en fait que il y a des fois des données qui sont exactement les mêmes en termes de valeur, et par contre des fois des petits deltas, mais c'est sûrement dû en fait à un décalage de rapatriement des données. Donc là clairement il faudrait en fait faire la somme cumulée par semaine par exemple, mais ce genre de, on voit clairement qu'en fait là c'est des rattrapages. Là par exemple il n'y a pas eu 696K versus 23 000, c'est juste que la donnée remontée là, a été rattrapée le jour d'après. On le voit en fait à l'œil. Donc après là je me suis dit bon ok, c'est bon, je vais juste faire une petite vérification quand même pour voir la somme de différence, et là sur l'entièreté des 375 jours, un peu moins, j'ai 59 000 cas de différence, ce qui me fait en fait un pourcentage assez faible de diff. Là on est à moins de 2% en fait de diff entre ces deux valeurs. Donc là je vais aller
je vais avancer, je me dis, du coup, c'est bon, je ne vais pas faire plus de tests. Rappelez-vous, c'est un petit test maison, hein, donc je ne vais pas mettre ça en prod forcément, et pas forcément donner ça à des décideurs, quoique, on verra par la suite, ça pourrait être utile. Une fois que j'ai fait tout ça, je vous passe en fait le code Plotly qui est assez verbeux, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la figure que ça va générer. Voilà, donc là, je vais générer une première figure rapidement, qui va nous donner en fait l'évolution des cas et des tests. Alors là, du coup, j'ai un peu vu gros en termes de figure, c'est pas grave. Je travaille sur un écran à 25 pouces d'habitude, donc forcément sur mon petit écran, c'est pas. Donc voilà, donc du coup là en fait je vais avoir. Alors attendez, je vais régler ça, ça va plus vite. Je vais peut-être réduire ça en haut, ça permettra de voir comment ça se fait. Hop, là je l'avais déclaré, je sais plus où mon plot. Je sais pas si j'ai déclaré ici. Non, je l'ai pas déclaré là. Donc je vais déclarer en fait ici. Alors, ça va peut-être un peu friser, hein, désolé pour partage. Voilà, c'est ici que j'ai déclaré, donc je vais peut-être un peu moins ambitieux. C'est sur une figure à 1600 pixels. Sera voilà, beaucoup mieux. Et en fait, un peu trop grand parce qu'il y a un axe qui dégage. Allez, je vais passer à 1400. Voilà, hop. Voilà, donc l'avantage de Plotly, en fait, c'est que tout de suite, vous avez en fait, alors bon, je vais aller pas trop vite parce que je sais que ça frise des fois. Vous avez en fait un curseur dynamique qui permet directement d'afficher les valeurs dans Plotly, qui est un peu plus sympa qu'un Matplotlib qui est une vue statique, quand on le fait dans un collab en tout cas. Et là, vous avez en fait deux axes en fait, à gauche les cas et à droite les tests. Donc forcément, il y a beaucoup plus de tests que de cas, heureusement. Mais voilà, ça permet un petit peu de comparer l'évolution. Et surtout, ce qu'on va se rendre compte, voir, c'est que si on fait un petit zoom vite fait sur un morceau de la donnée, on va se rendre compte qu'en fait, eh bien, il y a un décalage en fait logique entre les tests et les cas. Donc les cas étant en rouge et les tests en bleu. Et ce qui fait qu'il va falloir faire attention, parce que si on va commencer à calculer des proportions de tests versus les cas, eh bien, le moment en fait où les cas arrivent, eh bien, forcément, c'est juste après les tests. Donc, on va avoir un décalage, là, a priori, à l'œil. Hein, après, c'est pas forcément toujours le cas, mais comme je le fais assez vite, d'un jour. Donc, ça veut dire qu'il faudra décaler en fait d'une journée si je commence à faire genre la proportion de tests sur les cas, le cas plutôt sur les tests. Voilà, donc après, on peut revenir. Alors ça, c'est un outil assez pratique. Hein. Je vous invite à l'utiliser quand vous faites des petits dashboards rapides, en fait, oula, c'est n'importe quoi, sur en fait un notebook, parce que ça permet en fait de revenir assez rapidement voilà, à la vue d'ensemble. Et puis aussi, si vous avez besoin d'aller voir les valeurs en parallèle, vous cliquez ici et vous avez sur une seule vue, un seul axe, vous avez new test, new cases, à la date indiquée juste en dessous. Voilà, donc là déjà, juste le fait d'afficher en fait les cas et les tests, en plus je peux virer si je veux un des deux, hein, pour voir que les cas ou que les tests. Déjà, le fait d'avoir zoomé en fait sur le cas test, ça m'a permis en fait de voir qu'il y avait un décalage en fait forcément entre les tests et les cas, et comme ça, à vue de nez, un décalage d'une journée, donc ça permettra de faire des fissures en fait associées. Voilà, décaler également sur la partie proportion. Et là, quand on regarde après un truc lissé, donc là j'ai dû faire un rolling sur une semaine, c'est ça, 7 jours, donc voilà, on a la version identique lissée pour voir un petit peu quelque chose de plus fin. Comme en fait on a les jours fériés en fait qui comptent, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs ici quand on regarde, en fait on se rend compte que les jours où vous avez des pics à la baisse, c'est juste parce que c'est des dimanches en général ou des jours fériés, ce qui fait que forcément les labos sont moins ouverts et vous avez moins de tests et donc moins de cas après décalés dans le temps juste après. Bon, c'est pour ça qu'en fait on a des choses comme ça sur la donnée brute hachée, et quand on lisse en fait on voit très bien ce qui se passe. Sur la partie proportion, c'est pour ça d'ailleurs que quand je calcule ma proportion de cas versus les tests, je vais décaler mes tests de 1 dans le temps, parce que je sais que j'ai un décalage entre mes cas et mes tests, donc je vais raligner en fait ma journée, on va dire, entre cas et tests, pour que ça corresponde bien en fait le nombre de tests au nombre de cas qui auront été détectés. Sinon, je vais avoir un décalage. Une petite figure en fait nous permet de voir justement, et c'est ça surtout qui est important finalement, c'est l'évolution de la proportion des cas versus, parce que si on parle que de cas de manière absolue, ça n'a pas de sens. C'est malheureusement souvent ce que les médias en fait vous rapportent, et le gouvernement vous parle de cas de manière absolue. Or, si vous ne voulez pas avoir de cas, vous n'avez pas de test et vous n'aurez pas de cas. C'est très simple. Donc, si vous voulez avoir en fait quelque chose, on va dire, d'intelligible à suivre, prenez plutôt comme indicateur les cas versus les tests, parce que là, ça permet vraiment de vérifier en fonction du nombre de tests que vous avez fait, le nombre de cas. Et là, on voit que bon, on est sur une évolution récente, plutôt stable. Donc voilà. Donc, je dirais pas que youpi, on s'en sort, mais que ça se stabilise en tout cas sur les derniers jours, sur la dernière semaine, hein, depuis le début du mois de janvier. Voilà, donc un peu de gaieté dans ce, dans ce monde de brut qui est l'année 2020 et début 2021 qu'on a tous connu. Alors, hop, j'avance un petit peu. Et après, oui, après j'ai la version cumulée de la proportion de cas sur les tests, parce qu'en fait, en fonction de la pente, si la pente en fait est supérieure en fait à 1, on va être sur quelque chose où on a la vitesse des cas dépasse en fait la vitesse des tests, donc du coup là c'est pas bon, ça veut dire qu'on a une vraie croissance. En revanche, quand on commence à avoir une courbe qui s'aplatit ou qui revient avec un coefficient de 1 en termes de pente, on peut se dire bon, là ça commence en fait à se renverser
la tendance. Et là, c'est vrai que là, on est sur une pente, je ne pourrais pas la calculer, mais proche de 1 ou un tout petit peu en dessous de 1, donc bon, tant mieux. La partie machine learning, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a nos données qui sont prêtes, donc je vais installer quelques packages assez rapides en fait en Colab, hop, je passe ça. Je vais commencer à créer d'autres features, par exemple les patients guéris, parce que je n'avais pas ces features-là, j'avais les totaux, donc pareil, je vais décaler de 1. Et après, je vais commencer à créer des features en fait temporelles, parce que j'utilisais des modèles en fait qui ne sont pas faits pour faire des modèles temporels, que j'ai fait d'ailleurs dans un speech, donc du coup il y a un an dont je parlais, qui explique comment créer des features temporelles en fait quand on n'a pas de modèle temporel. Et en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre en fait des jours en fait à décaler, alors ça sert à rien, je crois celui-là. Comment dire, des agrégations en fait de type moyenne, médiane, écart type, min, max, que je vais jouer sur des tailles plus ou moins grandes en fait en termes de fenêtre temporelle, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 28 jours. Et ces fenêtres-là, une fois que j'ai calculé, je vais les décaler dans le temps, donc de 14 jours, 21 jours, 28 jours. Vous allez dire, mais pourquoi 14 jours? Tu as des données plus récentes. Parce que moi, en fait, mon but, dans ce cas-là, c'est de prédire justement à 14 jours. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand je prédis à 14 jours, dans 14 jours, la donnée la plus fraîche, c'est maintenant. Donc, je ne peux pas en fait utiliser une donnée plus fraîche que celle d'il y a 14 jours non plus pour apprendre, sinon ça serait de tricher, et, enfin, ça ne marcherait pas de toute façon. Donc voilà, donc, comme mon but c'est de prédire à 14 jours, je ne vais pas pouvoir créer des variables plus récentes que moins 14 jours. Donc je fais tout ça, donc moi j'ai un petit package en fait maison que j'utilise en fait qui permet d'avoir des classes toutes faites, enfin des constructeurs et qui permet en fait directement avec mes objets de type rolling windower et shifter de directement en fait me créer toutes ces features là à la volée. Je crée en fait mes fenêtres glissantes et ensuite après je les décale. Donc je passe en fait les détails. Après je fais quelques opérations, une petite feature là, qui permet de faire des différences entre fenêtres. Donc là je vais faire une feature qui calcule la différence de moyenne sur 7 jours de toutes les features du dessus. Voilà, et après je vais vous montrer la finalité, c'est ça qui va vous parler. Voilà. Donc à la fin, je vais avoir ce genre de variable qui va s'appeler donc moyenne sur 3 jours, des proportions de cas sur les tests, décalées il y a 14 jours. Et pareil, après je vais avoir pareil, moyenne sur 3 jours, des nouveaux cas, décalés il y a 14 jours. Et après vous allez avoir tout un tas de variables. Alors je vais aller un peu loin pour montrer un autre type de variable, genre par exemple ça. Écart type sur 3 jours, des nouveaux patients en réanimation, décalés il y a 21 jours. Voilà. Donc, et tout ça, ça me fait beaucoup de features, alors même trop de features par rapport à la taille que j'ai de nombre de jours. Donc, automatiquement, ça me crée en fait un modèle un peu biaisé, avec une grosse variance, qui fait qu'à chaque apprentissage et prédiction, il risque un petit peu d'avoir une stabilité moyenne. Mais on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas assez de données. Alors, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça voudrait dire que ça fait 10 ans qu'on est en épidémie, donc voilà, mais là, voilà, ça fait déjà plus d'1 an. Enfin, ça va faire 1 an, en tout cas, on va dire, sur nos terres, en tout cas, nous. Donc voilà, donc une fois qu'après j'ai récupéré mes colonnes, j'en ai 496, c'est beaucoup de features, j'ai plus de features finalement que de jours, donc c'est pas top, mais on a des manières de s'en sortir, et puis de toute façon c'est les métriques qui font foi. Donc voilà ce que j'ai à la fin. Alors ça par contre, ça c'est ça on s'en fiche, ça ne m'intéresse pas, non je m'en fiche en fait, c'est une ligne orpheline. Je vais quand même en fait normaliser en fait la donnée et je vais en fait me faire un dataset qui va avoir les variables qu'on a vues et normaliser en fait, en fait min-max pour avoir une valeur entre 0 et 1 pour chaque feature. Parce qu'il y a certains modèles linéaires notamment qui ne travaillent que comme ça. Sinon, il va y avoir en fait un problème au niveau des valeurs. Par exemple, les cas sont en termes de valeurs ne sont pas dans les mêmes échelles que les tests. Ce qui fait qu'un modèle linéaire, lui, qui fait juste des multiplications, qui met des coefficients sur les variables, automatiquement, j'aurai en fait des valeurs plus grandes côté test que côté cas par la différence d'échelle. Donc, de base, en fait, je normalise tout ça avec un min-max scaler et qui permet en fait d'avoir toutes les variables compris entre 0 et 1. Je regarde en fait juste en fait ce que j'ai du coup, parce que j'ai viré quand même tout ce qui était valeur manquante par rapport à la target. Donc là, ma première donnée que je peux pouvoir utiliser, c'est à partir de juillet. Donc c'est pas non plus, ça ne monte pas si loin que ça. Et la dernière, c'est le 1er février, donc c'était hier. Je vais splitter de manière complètement arbitraire. Bon là, je vais prévoir 14 jours donc sur le 15 janvier, avec deux datasets, un dataset sur l'entraînement, un dataset sur le test sur lequel je vais utiliser une métrique pour vérifier que mon modèle performe bien sur les 15 derniers jours là, sachant qu'il va apprendre encore avant. Voilà, donc j'ai pas beaucoup d'exemples, 191 exemples, 18 exemples sur lesquels tester. Voilà, donc là, il y a Prophet qui permet de le faire, mais qui marche pas très bien. Je vais le faire très rapidement. En plus, il est déjà incorporé. Prophet, c'est en gros, c'est de la time series, donc fournie par Facebook. C'est Facebook qui propose ça. Et en fait, la time series, en gros, il prend juste en fait les patterns de séries temporelles classiques, sans feature particulière. Et après, il vous fait un forecast, donc une prédiction type ARIMA, donc des modèles un mélange. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu en mode ARIMA, c'est-à-dire ce sont des modèles statistiques classiques
ne marchent pas très bien en général et sur lesquels ils n'arrivent pas trop en fait, à faire des corrélations entre variables, si ce n'est la partie temporalité. Et quand après on regarde avec des métriques de type erreur absolue moyenne, hein, on prend l'écart entre la cible qu'on a prédite et puis la vraie valeur qu'on connaît dans le passé, et on fait la moyenne en fait de cet écart-là de manière absolue, puis après il y a la version aussi au carré, et on fait la racine pour avoir la dimension qui correspond, on va avoir ces deux indicateurs-là qui vont permettre de mesurer la performance du modèle. Et là, donc là, je suis sur une target de type, alors là, je ne sais plus ce que j'ai choisi au départ, c'était nouveau cas, je crois. Voilà ça. Donc là, mon modèle, en fait, c'est un modèle que je construis pour prédire les nouveaux cas à venir. Donc, le modèle de Prophet de type time series classique, il a une erreur, donc du coup, il se trompe de 9144 en moyenne, pour prédire. On verra qu'en fait, c'est un peu beaucoup par rapport à d'autres modèles que je vais lancer après. Et on va regarder déjà graphiquement ce que ça donne. Voilà, donc graphiquement, on était plutôt sur quelque chose à la hausse, enfin, stable, et le modèle lui propose un truc plutôt à la baisse, donc même visuellement, indépendamment de la métrique, on se rend compte que c'est pas exactement en fait ce qui se passe. Et les deux trucs orange, en fait, c'est l'intervalle de confiance en fait qu'il émet autour en fait de la valeur qu'il prédit. Donc borne sub, borne inférieure, borne supérieure. Voilà, donc là, on se rend bien compte déjà qu'il n'y a soit pas assez de données, soit le modèle, il faut le truquer un petit peu, et voilà, sorti du paquet, ça marche pas direct. Moi, j'ai utilisé d'autres modèles en fait, voilà, un peu bourrins de scikit-learn, donc soit des random forest qui sont des arbres de décision en fait agrégés de manière aléatoire, une version encore plus random avec la partie extra tree, du random boosting d'arbres, des trucs plus linéaires, donc du ridge et du elasticnet, et qui sont des modèles linéaires en fait qui vont pondérer de manière linéaire en fait les variables avec un coefficient voilà, qu'on multiplie par et après du plus proche voisin, mais en général ça marche pas très bien. Donc je vais faire un truc bourrin, en fait, je vais prendre un dictionnaire dans lequel je vais mettre un modèle différent à chaque fois, et je vais en fait les fitter un par un. Bon, il n'y a pas beaucoup de données, donc ça marche, vous allez voir, ça marche très très bien, ça va assez vite. J'affiche à chaque fois le modèle pour me rappeler la clé du modèle pour savoir ce que ça fait. Voilà, ça va très très vite, voilà, pouf. Après, je fais pareil pour la prédiction. Je fais un petit filtre hein, pour des modèles linéaires qui des fois prédisent des valeurs en dessous de 0, donc ça n'a pas trop de sens d'un point de vue métier. Bon là, je rapporte, on s'en fout, hop. Tac, donc là, et après j'affiche les performances directement. Donc on voit par rapport à notre 9000, là, on avait 9000 et quelques là tout à l'heure en MAE, donc la mean absolute error, on se rend compte que déjà n'importe quel modèle basique fait mieux que la série temporelle classique qu'on aurait avec un Arriva ou un tout dans le genre. Alors après pareil, ça c'est bien la métrique, mais c'est pas suffisant. Moi j'aime bien en fait voir après ce qui se passe d'un point de vue graphique. Alors là, ça, oui, ça, je l'ai mis pour comparer quand on fera des tests à l'heure. Et hop, donc là, je vais mettre mes résultats en fait dans un data frame, et puis je vais regarder un petit peu par rapport à mes MSE. Je crois que derrière MSE, ça capture plus de choses. Je me rends compte que le modèle qui est le meilleur, c'est la random forest de type extra tree. Juste après, on a plus de proche voisin, on a un peu d'autres trucs, et on se rend compte que pour le coup, le random boosting, c'est pas le meilleur. Peu importe, mais mes modèles sont plutôt corrects la plupart. Il n'y a pas d'erreur manifestement énorme. Et on va regarder en fait à l'œil après ce qui se passe en termes de prédiction. Alors là, j'ai zoomé en fait sur la période en fait qu'on prédit, et on se rend compte que c'est quand même un peu mieux. Alors on a des trucs un peu bizarres quand même. Je vais peut-être prendre le meilleur. Donc c'était la extra tree. Je vais dégager les autres. Voilà. Donc on a en bleu la vraie valeur en fait de la première semaine de janvier, et on a le modèle en fait en violet qui est la random forest extra tree qui nous donne en fait alors on va une fausse saisonnalité, parce que, rappelez-vous, la saisonnalité entre guillemets qu'on voit, c'est juste dû à des problèmes logistiques, hein, parce que le dimanche est fermé, donc forcément, on a ce genre de creux. Mais voilà, il se débrouille pas trop mal, et peut-être ce qui m'intéresse également, c'est peut-être d'avoir la version cumulée, parce que finalement, quand je prédis ce genre de choses, c'est pas forcément à la journée exactement que j'ai envie de savoir si je me trompe ou pas, c'est peut-être que dans les 14 jours, le nombre de cas cumulés que j'aurais prédit, est-ce qui s'approche de la réalité, en fait. C'est ça qui m'intéresse, en tout cas en tant que décideur, par exemple. Et là, quand je refais le même genre de calcul sur une métrique cumulée cette fois-ci, bon, je me rends compte que c'est toujours le même modèle en fait qui performe, et on va regarder graphiquement ce que ça donne. Graphiquement, donc là pareil, là je fais la prédiction cumulée en fait des cas sur les 15 jours que je teste, et je me rends compte que en fait, même à l'œil, en fait, celui qui s'approche le plus, alors il faudra regarder en fait la dernière valeur, mais grosso modo sur l'accumulation de chaque jour, c'est en fait la random forest de type extra tree qui me donne les meilleurs résultats. Bon. Après, c'est un mouchoir de poche, hein. On va pas non plus se leurrer. Voilà, c'est un mouchoir de poche, et ça. Hein. Donc là, ça performe plutôt bien. Donc après, je pourrais faire de la future sélection, mais en général, ça marche pas. Alors j'ai laissé le code, Stan, et puis dans le notebook, les gens pourront regarder. Mais malheureusement, en fait, le fait d'essayer de réduire le nombre de features, moi, j'aurais préféré. Et ça marche pas des masses, et les modèles performent pas bien. Alors il y a un modèle qui naturellement le fait, hein, c'est l'Elasticnet en fait qui cumule
deux types de pénalités qui permet de mettre à 0 les coefficients sur les features. Mais à part lui, les autres, en fait, potentiellement peuvent utiliser la totalité des features. Voilà. Je me dépêche parce que je ne sais pas où j'en suis, mais j'ai presque plus de temps, je crois. Juste sur la partie, en fait, après, donc, une fois qu'on a ça, moi, j'aime que ça tourne. Donc, pour que ça tourne, après, ce que j'ai fait un truc très simple. J'ai pris mon NAS, j'ai déployé une petite archi rapide de type Airflow, et j'ai après fait de la data viz dans Data Studio. Donc, pour savoir comment faire, vous allez voir 2 articles Medium que j'ai écrits et plus l'ancien talk que j'ai fait il y a 1 an chez Orléans Tech Talks, et vous saurez comment faire du déploiement sur un NAS avec Airflow 2, juste pour scheduler, et également comment écrire un workflow de type Airflow en mode data science. Voilà. Et la stack technique, c'est la même que tout à l'heure, en rajoutant la partie Airflow, GitHub forcément pour la partie versionning, la partie BigQuery, bon, qui ne sert à rien en termes de big data, mais qui est assez facile à interfacer avec Data Studio, c'est pour ça que j'utilise. Et hop, on va aller directement sur les résultats. Ce que je vais prédire, en fait, c'est les nouveaux cas, comme vous l'avez vu pour le petit exemple, les patients hospitalisés, les patients admis, oh, jeu de mots, non voulu, en réanimation, les nouveaux décès, également quelques trucs visuels, l'évolution de la situation, la fameuse proportion de cas versus les tests, et puis après tout un tas de KPI autour des modèles, les volumes de prédiction qui sont chaque chaque jour prédits sur les 15 jours à venir, la performance de ces modèles-là, et puis la contribution de ces variables. Hop là, et là, ça sera après terminé. Donc en fait, j'ai mon Airflow qui tourne sur mon NAS, donc ça c'est chez moi, voilà, je suis en local. J'ai mon Airflow avec plusieurs workflows qui tournent, dont un qui importe les données, un qui s'occupe de la partie data science et un qui s'occupe de la partie extraction dans BigQuery. Donc juste pour l'exemple, je montre juste en fait un petit workflow vite fait, et après je vous montrerai les résultats dans le Data Studio. Bon, voilà. C'est ça finalement, c'est pour ça que je disais petit modèle. Oui, c'est petit, mais cette partie-là est un peu plus costaud. Donc là, en plus, je me suis amusé à tester Airflow 2, que je n'ai pas encore utilisé, qui n'est pas encore disponible dans les stacks de provider. Donc voilà, donc il y a quelques trucs sympas où on peut mettre en fait, sur un seul groupe tout un tas de tâches. Et ça, donc en fait, ça exécute en fait des opérateurs qui sont des tâches chacune en fait de leur côté. Et après, on va avoir des tâches du type quel modèle je vais sélectionner chaque jour pour resélectionner le meilleur modèle qui me donne la meilleure performance sur un instant T. Pour la feature sélection qui marche, qui ne sert pas à grand chose finalement, parce que systématiquement, je me retrouve à toujours tout utiliser. Puis après, la partie train et predict. Donc en gros, là, ça fait quoi? Si j'ai un modèle qui performe mieux, je prends les nouvelles features avec le nouveau modèle et je l'entraîne. Ensuite, après, j'extrais aussi les contributions, tout ça, après, je vais les afficher dans mon Data Studio. Et je fais ça pour chaque indicateur que je veux prédire. Nouveau cas, décès, patient hospitalisé et patient en réanimation. C'est pour ça qu'il y a 4 branches à chaque fois. Puis après, pareil, 4 branches pour la partie prédiction. Je vais prédire à chaque fois pour chaque modèle retenu la prédiction associée à ce modèle. Puis après, ça va triggerer mon DAG d'export. Je vais vous montrer, c'est pas forcément intéressant, qui va vous produire des KPI qui vont rentrer dans ce dashboard-là, que j'ai pas encore en fait mis en partage. Pareil pour le GitHub, je l'ai pas encore parce que c'est pas encore propre en fait la branche. Enfin, il faut que les branches justement je les nettoie bien. Et vous allez avoir en fait tout ce que vous avez vu de manière en fait schedulée, de manière donc journalière, tous les soirs en fait mon NAS, Airflow, il est schedulé pour faire tout le workflow que vous avez vu, cracher en fait les résultats dans une table Data Studio, enfin une table BigQuery qui est branchée sur mon Data Studio. Et après derrière, après vous pouvez agréger après donc à la semaine, voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour l'instant, après visuellement c'est pas trop mal. Après, il faut regarder après l'erreur. Et je l'ai pour les 4 indicateurs que j'ai décrits juste avant. Donc ça c'est un truc qui évolue chaque jour. Voilà, donc pareil, on peut agréger. Ce qui est important, c'est la semaine, parce que comme il y a le dimanche à chaque fois qui. Donc là, apparemment, je prédis de moins en moins de patients en réanimation, donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Pareil pour la partie hospitalisation, je ne sais plus ce qui s'y passait. Hop, vite fait, hop. Voilà, c'est plutôt à la baisse, donc j'espère que. Bon, a priori, les modèles que j'ai construits, je les fais tourner depuis maintenant 1 mois, maintenant ils sont pas trop mauvais, donc alors là, forcément, oui, automatiquement, en fait, c'est la résultante en fait des gens qui sont en réanimation, puisqu'on a toujours un décalage dans le temps entre les gens qui contractent le virus, les gens qui passent à l'hôpital, les gens qui passent en réanimation, et puis les gens malheureusement qui décèdent. Donc on a en fait forcément un delta en fait de quelques semaines entre un shift de quelques semaines entre les pics associés. Et après, dernière chose, déjà terminé, la partie monitoring de tout ça, parce que c'est bien beau d'afficher des choses, mais je vais moi regarder l'évolution de ces prédictions. Là, ça va me donner par date d'export du modèle, donc par jour, le nombre de cas de patients hospitalisés en fait que le modèle en fait sommé me produit. Donc ça permet un petit peu de voir en fait comment en fait ça évolue en fait dans le temps aussi par date d'export du modèle, parce qu'à chaque fois, rappelez-vous, ça c'est la somme sur la moyenne sur les 15 prochains jours que je prédis, 14 prochains jours.
la performance au niveau métrique de chaque modèle, de par jour également d'export, pour voir si, alors, par exemple là, la partie prédit hospitalisé, bon, c'était pas trop mal, mais là, ça commence un petit peu à perdre en fait comment dire, en fiabilité. Alors après, comme je vous le disais, en fait, le problème c'est que les modèles, comme il y a beaucoup de features et plus de features que de lignes, j'ai une stabilité toute relative. Voilà. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder la partie cumulée. Et on regarde un petit peu si on est dans les clous ou pas, par exemple, là, jusqu'à maintenant, depuis que j'ai commencé le truc, depuis 7 décembre, ça m'a prédit, par exemple, 20 700 décès pour 20 900 décès réels. Bon, en termes de prédiction, on va cumuler à long terme, ça se comporte plutôt bien, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et quand je regarde aussi, pareil, pour les patients admis, par exemple, pareil, on est sur des ordres de grandeur qui est tout à fait acceptable. C'est sur les nouveaux cas qu'on est moins bon. Bon, voilà, les nouveaux cas, j'ai un delta plus fort, voilà, un peu plus fort là-dessus. Après, il faut savoir que là, moi, je n'utilise aucune donnée en fait, autre que les données historiques, pas de données épidémiologiques. Enfin, ce pas des modèles en fait, qui se basent sur des données biologiques avec des connaissances épidémiologiques. Moi, je ne suis pas médecin, je suis docteur, mais pas en médecine, hein, du coup. Voilà. Donc, du coup, ça ne me sert à rien dans ce cas de figure, hein, ni en biologie d'ailleurs. Et là, bah, pareil, donc là, c'est la partie performance cumulée. Et ce qui est aussi intéressant, ce qui peut être intéressant, c'est que quand après, on a chaque modèle un par un sur chaque feature, enfin chaque indicateur, on peut regarder, par exemple, pour les décès, bah, qu'est-ce qui fait que dans le passé, je vais avoir des décès et quels sont les indicateurs, les features qui font que ça prédit bien, en fait, en termes de performance, les décès. Et bon, sans surprise, on se rend compte que le nombre de nouveaux décès qui va arriver est souvent dû au nombre de patients en réanimation sur 3 jours, il y a 14 jours, le maximum. Pareil, il y a 21 jours, et également en réanimation, en termes d'écart type, la fluctuation en fait, de ces gens en fait, qui arrivent dans les centres hospitaliers en réanimation. Et après, juste derrière, on a la partie hospitalisation, et juste encore derrière, on a la partie cas, ce qui fait sens en fait d'un point de vue métier. Quoi. Donc voilà, donc j'ai fini, je pense. Je suis un peu débordé, je crois. Désolé Stan. Et si vous avez des questions, allez-y, je vous en prie. Tout sera disponible, hein, bien sûr, partagé. Le GitHub, une fois qu'il est propre, vous aurez ce projet qui va apparaître dans la partie publique de mon GitHub. Et pareil, Data Studio, je vais le partager en public également. Donc, vous pourrez même reconstruire vous-même l'archive chez vous et retester le code from scratch si le plaisir, enfin si l'envie vous prend. Salut Vincent, c'est Mehdi. Salut Mehdi, ça va? Super pour ton talk. Merci. Et super intéressant ton talk. Je voulais juste savoir les données que tu as eues entre les cas versus tests, tu les as prises d'où? Alors, il y a en fait des données qui viennent de All World in Data, qui est un institut d'agrégation de données en fait américain, je crois, mais qui s'occupe d'agréger pas mal de données en fait de sources différentes dans le monde. Et le reste, c'est DataGouv. Donc c'est français, ça vient du ministère ou de santépublique.com. Voilà. D'accord. Et du coup, les différents modèles que tu appliques, oui. Au final, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'essayer de voir en fonction de l'évolution des chiffres, quel est le meilleur modèle pour prédire la courbe réelle. Exactement, en fait, ce qui fait que dans le workflow que j'ai créé, comme en fait j'ai une instabilité potentielle en fait pour un modèle donné, je préfère en fait multiplier en fait les possibles, enfin on va dire les modèles en fait et prendre le meilleur à chaque fois. Donc en fait comment ça marche? Alors j'ai pas fait de slide là-dessus, mais pour prendre un nouveau modèle qui serait meilleur que l'ancien, je prends en fait les 14 derniers jours connus, puisque comme je prédis 14 jours les 14 derniers jours connus. Je prends les 4 ou 5 modèles, je ne sais plus, 6 modèles que j'ai en fait dans ma besace, je les teste en fait sur avant les 14 jours connus, je regarde comment ils se comportent sur les derniers 14 jours, et ceux qui prédisent mieux, c'est celui que je prends. Voilà. Et je refais ça chaque jour, de manière en fait à garder toujours un modèle le plus performant possible sur les 14 derniers jours que j'ai dans le passé. Mais ça risque les modèles du coup peuvent fluctuer en fonction de comment les chiffres vont changer au final. Alors du coup, les chiffres en fait dans le passé changent plus, du coup, enfin, en tout cas, ou changent peu en termes de valeur. Donc oui, alors c'est pour ça du coup que moi je m'assure en fait par modèle et par cible d'avoir en fait des indicateurs en fait de métriques, d'erreurs. Et pour l'instant en fait je fais comme ça parce que j'ai pas assez de recul en fait. J'ai lancé le workflow il y a à peu près 1 mois et demi. Donc j'ai pas assez de recul en fait pour voir la stabilité du meilleur modèle.
Et peut-être que dans une semaine ou deux, je vais stopper en fait l'analyse. Et comme j'ai tout historisé, j'ai vraiment toutes les données en fait sur chaque modèle, sauf que j'applique pas tout en fait, elles sont dans le dashboard. Peut-être qu'en fait ma réflexion, ça sera bon. Écoute, finalement là, il y a 5-6 modèles que j'ai testés. Et il y en a un vraiment qui a toujours été stable sur la période sur laquelle j'ai testé en fait mon travail. Donc je vais arrêter en fait maintenant de faire du test et maintenant je vais fermer en fait on va dire le choix sur un seul modèle qui sera celui que je préconiserai pour l'indicateur que je prédis. Voilà, parce que c'est vrai que pour l'instant, comme on n'a pas encore assez d'historique, et j'ai envie de dire tant mieux, ça voudrait dire qu'on est pénible depuis très longtemps, j'ai en fait voilà, des fluctuations en fait, qui peuvent amener en fait, à des modèles à drifter fortement en fait, dans le temps. Mais le fait d'utiliser des modèles de type Random Forest, qui sont en final toujours les meilleurs en général, dans ce cas de figure, fait que du coup ça limite ça, parce que ce sont des modèles en fait, qui encapsulent des centaines d'arbres, j'en ai 4 ou 500 des arbres, qui en fait cumulé me donne en fait une moyenne de la tendance à suivre. Et avec ce genre de modèle, justement, en général, tu écrases un peu plus en fait les problèmes de biais ou de variance que tu peux avoir avec des modèles linéaires. Ah, c'est super intéressant, il faudra qu'on en discute après pour un projet que j'ai en cours. Avec plaisir. Merci. Je t'en prie. C'est l'avantage des talks à distance. Il y a des avantages, mais il y a des avantages à pouvoir venir faire des gens, voir des gens de Paris qui viennent rapidement se connecter au truc. C'est toujours intéressant. C'est vrai, il y a aussi des avantages. C'est certains avantages, voilà. D'autres questions? Moi j'ai une petite question, Vincent, tu as pu faire l'exercice sur d'autres pays ou... Non, bah, ça serait tout à fait possible. Alors après, le truc qu'il faudrait que je fasse, par contre, c'est qu'il faudrait peut-être que j'aille me brancher également sur les sources officielles de chaque pays, parce que, comment dire, c'est pas que j'émets une confiance relative dans la première source de données que j'ai décrite là, mais me fier sur une seule source. Je préférais en fait faire peut-être des croisements. Alors peut-être qu'il faudrait que ce que je fasse, c'est d'avoir plusieurs sources différentes qui permettent qui ont eux en fait chacun dans leur coin des sources de pays, ce qui ferait que ça m'éviterait de faire le travail fastidieux d'aller chercher la source officielle de chaque pays, parce que là, pour le coup, ça serait très long. Mais oui, par contre, je l'ai pas fait, mais comme le workflow en fait est construit, il suffirait en fait que je déploie en fait ce que je ferais, je pense, typiquement autant de workflow que de pays, parce que c'est assez facile du coup à setter, c'est juste tu vois, une variable en fait à mettre dans un fichier de config, et après tu fais une sorte de factory en fait au sens développement, quoi, tu vois, et après tu as une factory de workflow, et ta factory, tu as un paramètre de type pays, et ça te déploie, te crée à la volée autant de workflow, DAG et flow que tu as besoin d'analyse. Donc ouais, ça pourrait être fait. Alors par contre, si je fais ça, je ne ferai pas dans le NAS, du coup, sur le NAS, parce que j'ai fait le choix du NAS justement pour éviter d'avoir, même si ça coûte pas super cher, une instance à mes frais dans GCP ou autre, voilà, parce que j'ai des comptes GCP et tout ça, donc je pourrais le faire, mais disons que même une toute petite instance, c'est un peu dommage d'avoir, vu la taille, la volumétrie de la donnée, avoir une instance qui tourne en permanence, un peu idle, finalement. Donc c'est pour ça que j'ai. Mais par contre, si j'ai un projet de ce type-là, oui, là, pour le coup, je suis obligé de passer dans une architecture un peu plus costaud. Ouais, c'était pour voir si, d'un point de vue résultat, si tu avais vu des tendances qui étaient à peu près communes sur différents pays, ou si je sais pas, si on voit qu'en fait finalement les tendances sont un peu différentes et chaque pays a sa particularité, quoi. Bah, moi, quand j'avais fait un peu mes recherches là-dessus, j'avais vu des gens sur Kaggle, donc la plateforme de data science de compétition, où il y avait des compétitions justement ouvertes sur l'analyse de résultats, mais c'était focalisé États-Unis. Bon, du coup, j'avais quand même regardé, et c'était pas tout à fait en fait les mêmes tendances. Par exemple, sur les États-Unis, en plus de ça, c'est vachement grand, donc eux, ils ont fait carrément des analyses par État, quoi, parce qu'un État, c'est un pays par rapport à notre échelle, quasiment, en fonction des États. Donc, il y a certains États qui sont tellement grands que ça fait plusieurs fois la France. Donc, du coup, eux, ils avaient fait en fait une compétition orientée USA et après même orientée État, quoi, carrément. Vraiment, c'était. Et j'ai regardé un peu les trucs. On n'est pas tout à fait les mêmes tendances en fait qu'on a en France. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de regarder par exemple sur les pays européens limitrophes. Mais ouais, là pour le coup, j'ai pas encore eu le temps de pousser l'analyse au-delà de la France. Il y a, sinon, si ça peut t'aider, Vincent, il y a une base de données qui s'appelle l'OCDE, donc tous les pays de l'OCDE, qui rassemble plein de données, notamment des données de santé, et ça peut être une source intéressante pour tes outils d'analyse. Ouais, ok, merci. Là, j'irai voir.
On a Cédric aussi qui avait une question, savoir si ces modèles étaient utilisés par les ministères de la Santé ou autres ministères. Est-ce que c'est avec ça qu'ils font leurs prévisions? En fait, justement, avant de faire tout ça, en fait, j'ai fait tout ça parce que je me suis rendu compte qu'en tout cas au niveau de la France, il n'y avait pas vraiment de modèle de ce type-là. Alors, ça m'a hyper étonné en fait, parce que bon, je me suis dit, je suis pas comme le seul. Alors peut-être que dans leur coin, il y a des gens qui ont fait des notebooks, des trucs, voilà. Mais d'un point de vue industriel, où on a des indicateurs qui sont proposés, j'ai vu beaucoup de modèles de type épidémiologique, avec des biologistes ou des informaticiens spécialisés en biologie plutôt, donc avec des modèles en fait où on fait des scénarios avec un taux de production de telle valeur. En fonction des scénarios, on a des courbes qui montent, qui descendent. Mais de manière agnostique, comme j'ai fait moi, c'est-à-dire je prends juste les données. Donc là, c'est très data-driven. J'ai pas de connaissances moi en biologie. J'ai arrêté la biologie en troisième. Hein, j'ai fait de la techno après, donc voilà. Donc du coup, j'ai aucune connaissance particulière en biologie. Mais en fait, avec les données, non, moi, les modèles, en fait, c'est eux les modèles qui vont décider par rapport à la donnée qu'on leur donne. Donc, ils ont une cible en fait à prédire, les nouveaux cas. Ils vont calculer en fait des corrélations entre les variables, souvent non linéaires d'ailleurs, avec des modèles de type random forest. Et moi, si ma random forest, elle me dit que les décès sont corrélés fortement aux réanimations d'il y a 14 jours, c'est en fait par les faits en fait que ça sort. Donc après, bien sûr, il faudrait qu'un expert du domaine regarde un peu ce qu'il en est et si ça corrobore en fait son expérience terrain ou sa connaissance du métier. Mais ouais, en effet, moi, ouais, en fait, j'ai pas vu de modèle agnostique de ce type-là. Alors peut-être qu'en interne, je sais qu'à Etala, par exemple, une instance étatique du gouvernement, ils ont des data scientists. D'ailleurs, une partie des données est crunchée par leurs soins. Mais j'ai pas vu ça en tout cas. Alors peut-être qu'en interne il y a des choses, j'imagine, enfin, j'espère, parce que le souci qu'il y a avec les modèles en fait métier pur et d'expert, c'est que parfois en fait on a trop la tête dans le guidon et c'est une vision de la chose, c'est un prisme. Alors que ces modèles en fait plus agnostiques où on n'a pas forcément besoin d'avoir la connaissance métier, ou en tout cas on peut la croiser ensuite, permet d'avoir une autre vision de la chose. Et alors en plus de ça, moi je me base uniquement sur l'historique. Par rapport à l'historique, je prédis voilà, le futur entre guillemets. Donc voilà, c'est pas non plus une boule de cristal. Mais oui, non, j'ai pas vu en fait de choses de ce type-là. En tout cas, pour la France. Pour les autres pays, oui. Notamment les États-Unis, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais la partie française, ouais, j'ai vu de la data vis historique. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Guillaume Rosier, je crois, qui a un truc qui s'appelle Covid Tracker, un site web. Et Covid Tracker, c'est la vis avancée, très avancée, mais pas prédictive. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un ancien collègue, puisqu'il bosse maintenant chez Octo, donc c'est marrant. Mais voilà. Donc, si vous avez, vous, des infos, si vous trouvez des choses comme ça qui ont été faites en France, alertez-moi avec plaisir, parce que c'est vrai que j'ai cherché pas mal de temps et j'en suis arrivé à cette conclusion que je vais me faire un petit truc dans mon coin. Puis comme après, ça prenait de l'ampleur, j'ai dit, bon, bah voilà, ça commence à être costaud, autant le présenter et que ça puisse intéresser peut-être des gens. Voilà. Top. J'ai pas de questions en particulier, mais la présentation était vraiment intéressante. Merci, Kevin. Merci. On arrive à la fin. Je ne sais pas si jamais vous avez des questions, soit pour Kevin, soit pour Vincent. N'hésitez surtout pas. Bon, là, pour le moment, on n'a rien prévu pour la suite. Pas de pizza, désolé. Donc, on vous laissera manger chacun de votre côté. Donc voilà, on va laisser encore ouvert le Teams encore quelques temps, histoire que vous puissiez poser vos questions. Et en tout cas, juste un dernier mot pour vous encourager un peu à nous envoyer vos sujets pour le mois prochain, hein, pour du coup soit fin février, début mars. Et envoyez vos sujets, n'hésitez surtout pas. Et on espère que cette première édition remote vous a plu et on verra si on ajuste ou pas pour la prochaine fois l'outil, pas le contenu, mais plutôt l'outil, pour voir si on peut pas vous fournir un peu potentiellement des salles pour pouvoir discuter après le meet-up ou ce genre de choses, vous poser des questions, etc. Donc en tout cas, on est preneur de vos feedbacks. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur Twitter, sur Slack, par mail, et histoire qu'on puisse s'améliorer et améliorer un peu l'expérience au global de ces meet-up. Voilà. C'est nouveau pour nous en remote, c'est nouveau pour vous peut-être. Et donc voilà,
vos feedbacks sont les bienvenus. Et pour les plus timides, ceux qui ne veulent pas spécialement poser de questions, soit moi je suis sur le Slack aussi d'Orléans Tech, donc si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou quoi, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je serai ravi de répondre. Merci Kevin. Donc voilà, merci à toutes et à tous. On reste encore connecté quelques minutes et puis on se retrouve très vite. Merci. Super, merci pour l'organisation encore une fois. Merci à tous, merci à Stan, et puis à très bientôt. Juste question, il y a une question dans le chat, Stan, le replay, la vidéo, elle sera disponible quelque part? Ça, c'est Mélissa qui pourra donner ces infos. On ne sait pas encore, on va regarder, mais on vous Ça sera disponible quelque part. Voilà. Normalement, il sera quelque part, donc on vous tient au courant. Si on arrive à exporter la vidéo, on la mettra certainement sur notre chaîne YouTube. On vous tient au courant. Ça marche. Écoutez, merci aux intervenants, puis à très bientôt. Merci. Bientôt. Bientôt. Bonne soirée. Pendant que tout le monde nous quitte, Kevin, j'ai une petite question rapide tant que je te tiens. Sur la partie gestion des secrets, bon là, la partie environnement, d'environnement très bien, mais après la partie coffre-fort, comment vous faites chez vous pour gérer vos tokens, vos credentials? De quel credential tu veux parler? La partie compte de service, par exemple, déjà compte de service, et aussi la partie account provider, tu sais, pour la gestion en fait des droits et la capacité en fait à déployer des ressources sur AWS, GCP ou autre. Parce que quand tu lances ton script Terraform, tu as besoin d'avoir ton fameux compte associé. Voilà. De manière générale, quand là je fais du Terraform, je vais souvent l'utiliser sur mon poste en tant que SRE, je vais le prendre, c'est moi qui vais le gérer, je vais avoir l'environnement sur mon poste. Si je l'implémente dans la CI/CD, j'utilise la partie variable d'environnement de la CI/CD. Par contre, l'objectif nous qu'on a, c'est d'évoluer sur. Aujourd'hui, on a déjà des vaults qui sont installés de type HashiCorp. Ils ne sont pas encore intégrés à la CI/CD au GitLab, mais l'objectif, c'est d'avoir un vault qui sera dédié à ça et dans lequel en fait on ira taper pour récupérer les secrets et les injecter au moment du runtime. Ok. Franchement, HashiCorp font des superbes outils et le Vault, c'est vraiment l'outil qui répond très très bien à l'injection de secrets. Aujourd'hui, on commence à se pencher aussi sur Kubernetes et voilà, sur Kubernetes, c'est pareil, la gestion de secrets, on est capable d'aller récupérer les secrets dans Vault et Vault est vraiment, vraiment bien fait pour ça, quoi. C'est vraiment l'outil adapté. Ok, moi c'est à quoi je pensais, mais du coup tu confirmes ma pensée, du coup très bien. Vous allez passer à Cube, c'est ça? Ouais, on devrait passer dessus cette année-là. En fait, aujourd'hui, on utilise encore Docker Swarm, qui est quand même assez vieux, mais qui est super simpliste. Et aujourd'hui, ça répond encore aux besoins. Par contre, avec les montées en charge, on va sûrement passer sur soit du manager pour une partie en fait de ce qui sera hébergé sur AWS, et puis du on-premise en interne. Parce que, par exemple, le Vault, si on l'héberge en interne, on souhaite qu'il soit hautement disponible. Donc, Après, il y a différentes options qui se présentaient. Il y avait aussi l'utilisation de Nomad d'HashiCorp. Enfin, voilà. Cube est une option, étant donné que c'est quand même aujourd'hui l'orchestrateur de référence avec beaucoup de... une grosse communauté, beaucoup de docs et tout. Ça reste une option viable, quoi. Ouais. Bon, j'espère juste que tu seras plus tout seul. Parce que si tu mets Cube dans la maison, je peux te dire que... Non, je pense que ce sera pas moi tout seul, parce que ce sera effectivement un gros travail. Après, ça dépend si tu es managé ou pas. Si tu passes par une instance pure managée, c'est quand même moins complexe que du non managé. Hein. Ouais, bien sûr, mais bon, après, tu commences à rentrer dans les utilisations de ranchers pour manager tes différents clusters. C'est managé, mais il y a toujours un bout de travail. Ah, je sais bien. Moi, j'utilise la version. Moi, je passe beaucoup sur GCP maintenant, plus que sur AWS. Voilà, pour la partie data, c'est vrai que c'est plutôt le provider roi aujourd'hui par rapport à AWS. Même si AWS plein de trucs super bien, mais pour la partie data, c'est vrai que GCP, ils sont vraiment bien. Et notamment Airflow, que j'utilise beaucoup. Tu as la version managée avec Composer, et Composer, derrière, il déploie du Kubernetes, il déploie du GKE. Et c'est vrai que, en fait, même si c'est officiellement managé, quand tu veux customiser un tout petit peu quelques trucs,
genre acheter une petite pool, voilà, avoir un patch sur un YAML d'un pod, ce genre de truc. Voilà, tout de suite, bon, ben, il faut gérer quand même en partie manuellement c'est l'infra. Et justement, Terraform, c'est casse-bonbon justement là-dessus parce que la partie composer, elle est hyper light. Et c'est tout de suite très compliqué après de faire des configurations customisées. Voilà. Si tu manages pur de A à Z, ça va, mais quand tu commences à déployer ton composer qui lui-même est bundlé sur des services managés en dessous, tu as un super manager avec du manager en dessous, avec du GKE, du storage, etc., même de la engine et tout. Tout de suite, c'est Terraform, comme il fait que du déclaratif, et il faut derrière repasser du script derrière qui n'est pas forcément heureux. De toute façon, Terraform, pour moi, c'est clair, c'est pas l'outil pour la configuration, tout ça. L'objectif, c'est vraiment la gestion de l'infra. Il y a ce qu'ils appellent aussi les execs, tous les outils qui permettent d'exécuter des scripts quand une instance va être lancée et tout, mais au final, ça reste déconseillé. Il vaut mieux avoir un outil dédié qui fera du management de conf, type Ansible, choses comme ça. Exactement, ouais. Plutôt d'avoir Terraform. Parce que Terraform, de toute façon, si un script qui échoue au moment de l'exécution de l'instance EC2, il ne saura pas dans quel état elle est. Et donc, du coup, au final, il considérera que la machine est instable, taint, il la considère et elle sera détruite et reconstruite. Non, vraiment, juste gestion d'infra pure, type load balancer. Là, j'ai pas montré l'infra que nous on gère, mais on gère beaucoup plus de trucs. Les load balancers, auto-scaling group, les choses comme ça. Et ça va super bien, quoi. Et tout ça dans des workspaces, du coup, ce qui permet d'avoir une infra. En fait, quand on va déployer staging ou n'importe quel autre environnement, on crée aussi des environnements éphémères. Et les environnements qui sont créés sont à l'identique de ce qu'est la prod, en fait. Donc, du coup, on est hyper confiant sur le fait que la prod, on peut la reconstruire facilement, quoi. Il faudrait que je t'envoie à discuter avec l'infra avec qui je travaille chez mes clients des fois, parce que comme ils ont du Terraform, ils sont contents, c'est bien, Infrascode, c'est cool, mais par contre, la partie config, ils essaient de faire rentrer la config dans Terraform avec du coup, des fois, des scripts à l'exec et tout, et automatiquement, c'est ok, c'est centralisé, mais quand c'est des petits scripts de modification, aller à la marge, ça va, mais quand tu commences à faire vraiment du custom. Après, ça peut être adressé différemment. Tu peux l'adresser avec Packer, par exemple. Avec Packer, tu vas créer une image de base, en fait. Donc, les AMI que je présentais tout à l'heure, il y a les AMI de base d'Amazon. Mais avec Packer, tu peux définir ta propre image. Je ne sais pas, tu veux une image de type Red Hat avec Nginx, etc. Tu peux déjà créer une image de base avec tout ton packaging à l'intérieur. Et après, ta conf, c'est sûr que tu ne vas pas la mettre dedans parce que ce n'est pas l'objectif. Mais tu peux mettre une conf basée sur Consul. Consul, il y a un outil qui s'appelle... En fait, je pense à HashiCorp parce qu'HashiCorp, c'est énorme leur écosystème. Tu as ce qui s'appelle les Consul templates, où en fait, tu vas mettre des templates à l'intérieur de ton image de base. Et au moment où ton image va démarrer, elle va aller charger sa configuration sur Consul. Et en fait, elle va récupérer toutes les variables d'environnement nécessaires, remplir des fichiers, par exemple une conf Nginx, remplir des fichiers, mettre le nom de domaine, etc. Et l'image, quand elle va démarrer, elle sera prête et configurée. Donc, il y a différentes méthodes pour adresser les choses. Il y a l'ancienne méthode avec Chef, Puppet, etc. Ouais. Et il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent avec les templates consul, les choses comme ça, quoi. Peut-être que je ferai un talk de Stan, un de ces quatre là-dessus, sur la partie Kubernetes, en dessous Composer, at scale, avec du machine learning et tout. Ce que je déploie en fait en ce moment maintenant sur du GCP. Je fais des choses comme ça. Ouais, nous c'est pas si simple. Nous, on commence à avoir une armée là. Une armée de SRE, je pense. SRE, pas encore, parce que, mais je veux dire, on va être allé un peu plus d'une dizaine. Ouais. Mais finalement, je remarque aussi la data chez nous, donc toute la partie de data engineering et de tout ce que tu parles sur la mise en place du nécessaire pour pouvoir faire tourner tout ce qu'il faut en data pipeline, plus modèle, etc. Aujourd'hui, on a aussi une dizaine de personnes dédiées à ça parce que c'est un sacré métier. C'est un sacré métier. Ça demande beaucoup d'énergie et il y a quand même beaucoup de choses à gérer. On en parlera, je te ferai une presse là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. Avec plaisir. Parce qu'au fur et à mesure de ta presse, c'est vrai que ce que je remarquais, Vincent, c'est hyper intéressant et tout, mais tu sens aussi que déjà tu as la connaissance, ou tu sens tu as quelque chose où déjà tu orientes tes modèles, tu sais ce que tu cherches à peu près. C'est vrai que je pense que c'est pas
Enfin, c'est l'expérience qui va savoir, qui va te dire un peu quoi chercher. C'est-à-dire que moi, demain, si je m'y mets à ça, là, à ce type de modèle, je vais être un peu perdu, je vais pas savoir quoi chercher. Alors que toi, tu vois déjà sur quoi t'orienter et ce que tu cherches derrière, quoi. Ouais, c'est vrai, mais je vais te dire, ça c'est un débat, on va dire, enfin c'est un débat que on pourra avoir, mais disons que c'est vrai ce que tu dis, c'est un prérequis, mais c'est pas suffisant aujourd'hui, en entreprise notamment, parce que si j'étais resté en fait dans la partie notebook, bah, c'est bien, la presse aurait été bien, etc. Mais en entreprise, tu restes dans cet état-là, c'est pas suffisant parce que derrière le notebook il est branché à rien, c'est pas versionné, c'est pas industrialisé, tu peux rien en faire. Donc la partie en fait qui suit aujourd'hui, en fait, je trouve est presque plus importante dans le sens où c'est bloquant si tu l'as pas. Parce qu'en fait, les data scientists, en fait, même juniors, qui pourraient faire ce que j'ai fait, tu en as des dizaines, des centaines, tu vois, il n'y a pas de problème. Après, ok, plus ou moins aguerri. Par contre, le lien entre les deux mondes, justement la partie DevOps, la partie CRE, etc., que tu as moins en machine. Ça commence à venir avec le mouvement MLOps, mais c'est vrai que le bas qui blesse jusqu'à maintenant, bah, un peu moins maintenant, c'est la mise en production de tout ça. Et c'est vrai que tu as beau avoir le meilleur data scientist du monde qui te fait un modèle de petits oignons, si tu arrives avec le notebook dans les mains, bon ben, tu peux coincer pour le mettre en prod. Hein. Enfin, c'est un tout, quoi. En fait, il faut. En général, c'est pour ça qu'en journal, aujourd'hui, on aime bien les modèles, enfin, les gens un petit peu hybrides, pas forcément 50-50, mais qui ont une acculturation dans les deux mondes, dans le monde de la prod et dans le monde en fait de data science, parce que l'un ou l'autre seul, dans une équipe globale, c'est compliqué. Alors après, des fois, tu en as qui sont spécialisés, mais il faut avoir un pont, en fait, des gens, une équipe qui fait le pont, en fait, entre les deux métiers, parce que sinon, on tombe dans des groupes, dans des grands groupes, en fait, où les gens se parlent pas, et un mur entre le gars qui fait son truc dans son notebook, puis la data engineer qui doit tout recoder en Spark, parce que lui, il fait en Python, puis il est en R, puis lui, il fait en Spark, et en Scala, et puis c'est pas compatible directement, il faut tout écrire, et voilà. Donc, tu connais sûrement ce genre de truc, en tout cas, comme scénario, mais et c'est vrai que ça, il y a la partie, en effet, ouais, un petit peu aguerrie du gars qui va cruncher la donnée, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça, même si c'est important, c'est plus suffisant, quoi. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est par Stan, je sais pas toi chez vous, mais c'est un peu ce que les boîtes recherchent maintenant, ce genre d'approche, quoi, d'aller dans la partie résultat, ROI, et pas juste on fait des R&D qui aboutit jamais à rien. Ouais, bah, je l'ai vécu chez Dailymotion où ça a eu de la R&D à outrance. Puis arrive à un moment, il y a eu cette consolidation de se dire, bah, faisons quelque chose de pragmatique qui fonctionne à minima sur un scope et puis après on itère, quoi. Là, voilà, c'est ça. La R&D, en fait, c'est super important, mais il faut pas la laisser en fait vaquer pendant 10 ans, parce qu'après, ça donne de la recherche, et là, c'est plus le métier de la boîte, c'est de la recherche académique, c'est un autre métier. C'est un peu ce que je préconise, hein, c'est d'arriver à avoir un workflow déjà établi, limite avoir déjà la stack technique qui est branchée. Même le modèle n'est pas bon, mais au moins c'est branché, on itère et on mesure et on peut que s'améliorer. Parce qu'avoir un modèle hyper avancé mais pas le mettre en prod, finalement, c'est presque plus grave que d'avoir le petit modèle pourri mais qui lui est en prod. Bon, on en parlera à l'occasion. Je vais vous laisser, les gars. On est quasiment tout seul. Ouais, non, mais je vais filer aussi. Non, en tout cas, merci Stan et à l'équipe d'avoir organisé ça encore une fois. Et puis bah, du coup, une date le mois prochain, c'est ça? Bah, on espère, hein, on va essayer de trouver des gens pour parler, et puis ça serait super. On va top. Hein. Voilà. Bon, merci encore pour l'orga, puis à bientôt à tous. À bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Messa, salut Stan, salut tout le monde, salut Vincent. Ciao.